Amis internautes, bonsoir. Bonsoir Claude. Bonsoir Eric, bonsoir à toutes et à tous. Alors ce soir, nous avons le privilège de recevoir Jean-Marc Sabatier, directeur de recherche au CNRS. Vous le connaissez, il est un peu partout. On va dire qu'il est partout en ce moment, hein, il est sur tous les fronts. Et Estelle Fougère, qui est une journaliste scientifique. Bonsoir Jean-Marc. Bonsoir. Bienvenue. Bonsoir Eric, bonsoir Claude. Bonsoir Jean-Marc, bienvenue. Bonsoir aux auditeurs aussi, bien sûr. Bonsoir Estelle, bienvenue, ravi de vous recevoir sur TBADP. Merci. Alors ce soir, comme l'émission est un peu technique, amis internautes, j'ai demandé au doc d'assurer le rôle de traducteur, d'interprète, puisque vous savez qu'avec Jean-Marc Sabatier, on a besoin d'un interprète. Je me souviens des émissions précédentes que nous avons fait ensemble. Il y a des moments où il a fallu que j'ouvre le dictionnaire pour essayer de comprendre. Alors le doc va essayer de rendre compréhensible tout ce qui est un peu technique pour nous. Et donc, je vais céder la place parce que, comme vous l'avez noté, on a eu quelques soucis de diffusion sur TBADP hier soir. On a passé une partie de l'après-midi à résoudre le problème. Il est partiellement résolu, mais il va falloir que je sois très attentif. Donc, je vais rester dans la cuisine et je vais céder la place au doc Loridan. Je vous souhaite, quant à moi, une bonne émission et je vous dis à tout à l'heure. Merci Eric. Doc Loridan, bien le bonsoir. Doc, le micro. Ah, voilà, parfait. Bonsoir Claude, bonsoir Jean, bonsoir Estelle. Ravi d'être avec vous, merci pour l'invitation. Merci beaucoup. Merci. Eh ben, super. Donc effectivement, c'est un plaisir ce soir pour nous de recevoir donc Jean-Marc Sabatier et Estelle Fougère. Surtout qu'ils ont coécrit alors ce livre remarquable qui s'appelle, donc vous avez le titre Covid long et effet indésirable du vaccin, préfacé par le professeur Christian Perron. Et en dessous, effectivement, en bandeau, nous avons les mécanismes biologiques et les traitements prometteurs. Livre remarquable, très dense, très détaillé, avec énormément de chapitres, y compris d'ailleurs un chapitre sur les vitamines. Et ça, j'ai trouvé ça remarquablement intéressant, parce que les vitamines ne sont pas très connues de beaucoup de gens, et surtout qu'au niveau de leurs effets et pourquoi il faut en prendre, et que c'est très très utile de les avoir en complément alimentaire. Alors, ma première question, puisque le titre en fait de votre ouvrage, c'est Covid long et effet indésirable du vaccin. Eh bien déjà, moi ma première question, alors on va tirer à la courte paille. La première question, je la pose à Estelle ou à Jean-Marc. Qu'est-ce que vous en pensez, tous les deux? Je fais honneur aux dames. Estelle. Honneur aux dames. Voilà, c'est tout à fait ce que je pensais. Estelle, pourriez-vous nous expliquer ce qu'est un Covid long, s'il vous plaît? Alors, un Covid long, enfin, d'abord, il faut reprendre la définition parce que je m'aperçois que les gens ne font pas bien la différence. Le SARS-CoV-2, c'est le virus. Le Covid, ou plutôt les pathologies Covid, les maladies, c'est les maladies. Si vous voulez, c'est comme la grippe. Le virus, c'est l'influenza, la grippe, c'est la maladie. Ou, enfin, vous voyez, il y a des choses comme ça et parfois, on ne fait pas bien la différence. Donc, un Covid long, c'est des maladies Covid qui se prolongent dans le temps. Parfois très longtemps et avec des effets où on a l'impression que ça s'en va et ça revient. C'est pas comme la chanson de Claude François, mais presque. Et c'est d'ailleurs assez troublant. Alors, il y a eu une particularité dans le livre, et ça, c'est dû aux recherches de Jean-Marc Sabatier, c'est qu'on regroupe le Covid long. Enfin, le Covid long est induit, ou les pathologies Covid, par la spike virale ou vaccinale, c'est-à-dire que ça induit les mêmes problèmes. C'est-à-dire que les pathologies Covid, Alors, c'est aussi excusez-moi Estelle,
excusez-moi, Estelle, je vais vous couper 2 secondes, si vous le permettez. Pourriez-vous quand même expliquer pour nos internautes ce que c'est que la protéine spike? La protéine spike, c'est la protéine de surface du virus qui permet de rentrer, de se fixer dans un récepteur qui est sur une cellule et après de pénétrer dans les cellules et de se reproduire. La protéine de pointe, protéine spike, protéine de surface. Voilà, peut-être que Jean-Marc aura plus de choses à dire que moi, mais donc voilà. Et alors là, j'insiste juste sur une chose, c'est que justement, et c'est tout le problème de ce soi-disant vaccin qui n'en est pas un, c'est que les pathologies Covid et les effets secondaires qui sont en fait des maladies se confondent. Donc, c'est pour ça que souvent c'est la même chose, que ce soit la protéine spike virale ou vaccinale. C'est d'ailleurs un problème. Si le vaccin fait la même chose que le virus, c'est-à-dire des trombes, enfin on y reviendra, mais je voulais vraiment que les choses soient claires. SARS-CoV-2, c'est le virus. Covid, pathologie Covid, Covid long, c'est les maladies que ça fait. C'est pas la même chose. Hein. Et pourquoi? On va voir pourquoi. Puisque Jean-Marc est là pour nous parler du grand système qui est déstabilisé, qui fait que ces pathologies sont là. Hein. Tout ça est indirect. Et on parle beaucoup d'immunité, du système immunitaire, mais au-delà du système immunitaire, il y a un chef d'orchestre. Et là, je laisserai peut-être la parole à Jean-Marc, puisque c'est vraiment sa partie. Oui. D'accord. Eh bien, écoutez, parfait. Donc, Jean-Marc, allez-y, s'il vous plaît. Oui, merci. Oui, quand Estelle parle des pathologies qui sont induites soit par la protéine spike vaccinale, soit par la protéine spike naturelle, c'est qu'en fait, les deux molécules sont capables de reconnaître le récepteur ECA2 qui est à la surface des cellules cibles. Donc, ECA2, c'est l'enzyme de conversion de l'angiotensine 2. Donc, c'est un récepteur, normalement, qui transforme l'angiotensine 2 en angiotensine 1,7. Et ce qui se passe, et c'est là le problème, c'est que dans les vaccins actuels, notamment les vaccins ARN messagers, ils font produire une protéine spike légèrement modifiée, mais qui est quand même capable de reconnaître le récepteur ECA2. Et quand elle se fixe sur le récepteur ECA2, qui est la cible de la protéine spike du virus, eh ben, cette protéine spike vaccinale va faire la même chose, va entraîner les mêmes dérèglements du système rénine-angiotensine que le virus. Hein. Et notamment, ces effets, ça va être une dégradation ralentie en fait, de l'angiotensine 2, qui va être en excès et qui va suractiver son propre récepteur. Et c'est là que c'est de la suractivation de ce récepteur et du système rénine-angiotensine que vont découler toutes ces pathologies Covid, qui peuvent être des pathologies neurodégénératives. Parfait. Alors, excusez-moi, Jean-Marc, une petite clarification sur le régime. Comment vous l'avez appelé? Régino, les reins et le... Système rénine-angiotensine. Oui. Une explication là-dessus, s'il vous plaît. Alors, le système rénine-angiotensine, c'est un système qui était décrit comme étant impliqué dans les fonctions rénales, pulmonaires, cardiovasculaires, les fonctions autonomes, automatiques, donc battement du cœur, respiration, etc. Et également dans les microbiotes et l'immunité innée. L'immunité innée, c'est en fait l'immunité immédiate. Lorsqu'on rencontre un microbe, cette immunité se déclenche quasiment de la même manière que ce soit un parasite, un virus, une bactérie ou un champignon. Et donc, ce sont ces fonctions-là qui sont connues pour le système rénine-angiotensine. En fait, ça va bien au-delà de ça. Ça va bien au-delà. C'est en fait un système qui est ubiquitaire, donc qui repose, c'est un système physiologique qui repose sur des enzymes et sur des hormones. Et ces hormones sont dégradées en cascade par une série de récepteurs enzymatiques. Et certaines de ces hormones, en fait, ont une activité biologique. Et ce qui se passe, c'est que ce système rénine-angiotensine, en fait, va piloter absolument toutes les fonctions de l'organisme. Alors pourquoi? Parce que toutes les cellules nerveuses ont un système rénine-angiotensine. Dans l'organisme humain, les gens pensent que c'est le cerveau qui pilote tout. En fait, non, ce n'est pas le cerveau, c'est le système rénine-angiotensine. Il pilote toutes les cellules du cerveau. Les neurones, les oligodendrocytes, les cellules microgliales, les astrocytes, donc ces cellules cérébrales,
en fait, sont toutes pilotées par un système rénine-angiotensine. Donc, elles possèdent ce système rénine-angiotensine. Quand vous regardez les cellules épithéliales, endothéliales, par exemple tout l'endothélium vasculaire, il y a également que des cellules qui présentent en fait un système rénine-angiotensine. Quand on regarde les cellules immunitaires, quelles qu'elles soient, elles ont un système rénine-angiotensine, aussi bien les monocytes, les macrophages, les cellules dendritiques, tous les granulocytes, éosinophiles, basophiles, neutrophiles, les mastocytes, les cellules tueuses, les cellules NK, qui sont à l'interface de l'immunité innée, et vous avez toutes les cellules T, donc aussi les CD4 auxiliaires et qui coordonnent la réponse immunitaire, que les CD8 cytotoxiques qui sont dressés pour tuer des cellules qui vont exprimer un ou plusieurs antigènes microbiens à leur surface. Et bien, elles ont tout un système rénine-angiotensine aussi, les cellules B. Vous avez même les histiocytes, qui sont des macrophages qui ont migré du système circulatoire vers les muqueuses, qui ont un système rénine-angiotensine, et vous avez les cellules de coupe-fer, qui sont localisées au niveau des sinusoïdes hépatiques, qui ont aussi un système rénine-angiotensine. En fait, elles ont toutes un système rénine-angiotensine, et ce système rénine-angiotensine… Alors, juste, je voulais rajouter qu'au-delà de piloter ces cellules, c'est très important parce que le système rénine-angiotensine, il contrôle la réparation de l'ADN. Il contrôle l'activité de la télomérase, qui est une enzyme qui rallonge les télomères. Elle contrôle la production des hormones, des hormones stéroïdes, donc les glucocorticoïdes, comme le cortisol, par exemple, qui est l'hormone du stress, mais elle pilote également la production des hormones minéralocorticoïdes, comme l'aldostérone, qui est impliquée dans la rétention hydrosodée, et elle pilote également la production des hormones sexuelles, donc les androgènes, les estrogènes et les progestatifs. Donc, vous voyez l'importance. Elle pilote également le processus d'autophagie, qui est un processus de régénération cellulaire. C'est la cellule, en fait, qui fait le grand ménage à l'intérieur de la cellule. Elle utilise un processus qui s'appelle l'autophagie. Cette autophagie est complètement pilotée par le système rénine-angiotensine. Donc, ça va vraiment très, très loin, ce système rénine-angiotensine. Contrôle toutes les fonctions de l'organisme. D'accord. Ouais. Écoutez, un grand merci pour l'explication. Alors, une autre question arrive. Est-ce que vous pourriez expliquer la différence déjà entre un vaccin classique et un vaccin ARN messager? Alors, vous ou Estelle, c'est comme tu veux. Je vous laisse le choix. J'aurais des choses à dire après. Je complète, je parlerai du problème de la légalité d'un produit quand il n'a pas une posologie fixe. Mais vas-y pour avec les explications entre les vaccins à virus inactivés, ce genre de choses, et les vaccins peut-être protéines recombinantes et les vaccins ARN messagers qui sont très différents. En fait, c'est la première fois qu'on faisait un vaccin ARN messager. En fait, d'accord. Allez-y. Ce sont des substances qu'on introduit dans l'organisme. Donc, généralement, c'est par injection, mais ça peut être par spray nasal, etc., surtout actuellement. Donc, en fait, ce sont des compositions qui sont injectées dans un organisme pour stimuler le système immunitaire, pour qu'il puisse produire, en fait, des anticorps ou des cellules qui vont être dirigées contre les antigènes microbiens et qui vont être capables de neutraliser donc ce microbe lors d'une rencontre ultérieure. Donc, ça prépare l'organisme à lutter contre un microbe. Alors, les vaccins traditionnels, ce sont des vaccins inactivés, donc où on tue le microbe, on injecte le microbe tué. Il y a des virus, il y a des vaccins qui reposent par exemple sur des virus atténués. Donc, ce sont en fait des virus qui sont vivants, mais qu'on a modifiés génétiquement pour exprimer au niveau donc, de l'ADN un ou plusieurs antigènes microbiens. Et puis, il y a les protéines recombinantes aussi qui peuvent, par exemple, mimer une protéine d'enveloppe d'un microbe quelconque. Et puis, il y a les vaccins donc ARN messagers, qui, comme le dirait Estelle, ne sont pas des vaccins. En fait, on peut considérer que ce sont des thérapies géniques, mais ce ne sont même pas des thérapies géniques parce que les thérapies, ça soigne. Or, là, c'est l'inverse, c'est-à-dire que c'est délétère. Alors là, l'approche est différente, c'est-à-dire qu'on injecte via un système de nanoparticules lipidiques, on injecte des ARN messagers qui vont coder, dans le cas des vaccins anti-SARS-CoV-2, pour la protéine spike du SARS-CoV-2. Donc, ces nanoparticules lipidiques vont servir à deux choses. Déjà, elles vont protéger l'ARN messager de la dégradation, parce qu'un ARN messager,
c'est extrêmement fragile. Il y a énormément d'ARNase et il serait dégradé tout de suite dans la circulation sanguine. Donc, il y a déjà ces nanoparticules lipidiques qui protègent ces ARN messagers. En plus, ça les protège, ça nous protège d'une hyperinflammation parce que des ARN messagers, c'est hyperinflammatoire justement parce qu'on a des systèmes de défense qui ne reconnaissent pas les ARN circulants comme ça et donc ça provoque une inflammation. Donc, ça protège de la reconnaissance par l'immunité innée et notamment de l'inflammation. Et puis surtout, ça sert à vectoriser l'ARN messager à l'intérieur de la cellule où il va pouvoir être traduit par une messagerie cellulaire, donc les ribosomes, en protéines correspondantes. Ici, ça va être la protéine spike qui est légèrement modifiée. Donc, la protéine spike, c'est comme un long collier de perles qui fait 1273 perles. Et dans le cadre des vaccins Pfizer, de Pfizer BioNTech, donc le Comirnaty, ou le Spikevax de Moderna, ces protéines spike sont modifiées sur 2 résidus, 986, 987. Ils ont substitué 2 résidus par des résidus de proline. Voilà, donc ce sont des molécules légèrement modifiées. Et elles sont là donc, pour stimuler le système immunitaire contre la protéine spike. D'accord. Merci pour l'explication. Doc, tu veux rajouter? Vas-y. Oui. Pour ceux qui croient, je vais essayer d'expliquer un peu ce qu'ont dit Estelle et Jean-Marc. Pour ceux qui estiment encore l'utilité des vaccins, ce qui n'est déjà plus mon cas pour tous les vaccins, mais ça, c'est une autre affaire. Quand on utilise un vaccin à l'ancienne, on va dire, donc le virus mort ou le virus atténué, c'est l'ensemble de l'organisme, du virus, qui est introduit dans le corps par une injection. Donc, on traverse la peau pour ça, hein, on fait une piqûre. Et donc, l'organisme reconnaît l'ensemble de la structure du virus en elle-même. Donc, elle peut fabriquer des anticorps sur toutes les structures actives de ce virus. Et ensuite, ça permet d'avoir plusieurs types d'anticorps qui sont efficaces là-dessus. Ce qui est qu'en principe, quand ensuite l'organisme reconnaît ce même virus ou un équivalent ou un variant, mais ressemblant, il aurait en principe l'immunité nécessaire pour ne pas tomber malade. Donc ça, c'est la théorie. Le problème avec ces injections ARN messager, c'est que là, on n'a pas injecté le virus. On a injecté du matériel génétique qui permet de fabriquer une partie du virus. Et cette partie du virus, c'est la protéine spike. On sait cependant depuis le mois d'avril 2021, c'est-à-dire quelques mois après les campagnes de vaccination, et c'est une étude internationale qui a été validée quand même par le Salk Institute aux États-Unis. Le Salk Institute, c'est un institut renommé en termes d'infectiologie et de vaccination. Hein. C'est le premier vaccin contre la polio, c'était le Salk, c'est l'Institut Salk. Hein. Eh bien, cette étude a démontré que, en fait, ce qui a entraîné les symptômes que l'on attribue au Covid, n'est pas le virus en lui-même, c'est la protéine spike. Autrement dit, on demande à l'organisme qui a été injecté par ces vaccins Pfizer, Moderna ou autres, de fabriquer la protéine qui donne les symptômes. Et on joue vraiment à un jeu dangereux parce qu'on ne sait absolument pas, on ne savait pas, ou alors peut-être que certains le savaient, mais n'ont pas osé le dire, jusqu'où ce mécanisme allait s'arrêter. Est-ce qu'il y allait y avoir une création d'un peu de protéine spike que l'organisme récupérerait, ou est-ce qu'il y aura un affolement de réplication de cet ARN et de ce travail que font les ribosomes dans les cellules pour fabriquer la protéine spike à partir de l'ARN et qui pourrait donner des milliards et des milliards de protéines spike sans s'arrêter. On l'ignorait complètement. C'est ça le danger, c'est qu'on injecte le matériel génétique qui permet de fabriquer la protéine qui rend malade. Il ne faut pas s'étonner qu'après ça, après des injections, il y a des gens qui ont fait des symptômes équivalents de Covid. C'est l'évidence. Et c'est quasiment comme si on voulait chercher à créer la maladie, voire créer une maladie auto-immune, parce qu'on va demander à des cellules de notre organisme, Jean-Marc parlait des lymphocytes B, lymphocytes T, monocytes et macrophages, on va demander à ces organismes de fabriquer des anticorps dirigés contre les cellules qui fabriquent la protéine spike. Et ces cellules-là, c'est nos cellules aussi. Donc, on va s'acheminer, et on le voit déjà, hein, vers une série, entre autres choses, de maladies auto-immunes parmi les effets secondaires de ces vaccins. Voilà ce que je voulais dire là-dessus. Donc, faut quand même se rendre compte qu'on a joué à un jeu très dangereux en acceptant ce genre de choses. Je suis d'accord avec Jean-Marc pour dire que c'est pas une thérapie, en tout cas.
Une thérapie, c'est fait pour soigner. Et là, c'était pas du tout pour soigner. Mais ça met en cause le fait qu'on appelle encore ça vaccin. Estelle avait bien signalé que ça n'en était pas. Mais ça remet en cause toutes les campagnes de vaccination préalables qui ont été faites. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est quand même un sacré business. Les vaccins en général, sans même parler des vaccins anti-Covid, c'est quand même un gros business où on n'a pas besoin de faire toutes les phases d'études qui ont lieu pour les médicaments. Par exemple, il faut une bonne dizaine d'années avec quatre phases pour les études pour qu'un médicament puisse savoir montrer une certaine efficacité et une certaine innocuité, c'est-à-dire pas trop dangereux en tout cas. Mais ça s'adresse, c'est des médicaments qui s'adressent à des patients qui sont malades. Donc, s'ils sont malades, on peut se permettre d'avoir des effets secondaires si la balance bénéfice-risque est bonne. Par exemple, si quelqu'un est soulagé du diabète, mais qu'il a juste une petite gêne, des petites crampes avec son traitement médicamenteux, on va dire que ça va. Si son diabète est équilibré avec son médicament, ça va. Mais ça s'adresse toujours à une petite partie de la population. Les antidiabétiques pour les diabétiques, les antihypertenseurs pour les hypertenseurs, donc pour les hypertendus. Donc, ça fait toujours une petite catégorie de la population. Mais les vaccins, ça s'adresse à des gens qui vont bien. Donc, potentiellement, 7,5 milliards d'individus. D'où un business énorme, surtout que les laboratoires ont du mal à innover en termes de molécules thérapeutiques, que ça coûte très cher, que c'est très loin à mettre en place, et surtout, au bout d'une vingtaine d'années, leur traitement passe en générique. Ça veut dire que n'importe quel laboratoire peut s'approprier cette molécule et n'a pas eu besoin de débourser quoi que ce soit en termes de travaux de recherche. Donc, c'est tout bénef aussi pour eux. Par contre, pour les vaccins, c'est juste 3 phases. Et en principe, jusqu'à présent, avant de rendre un vaccin obligatoire et pour une certaine catégorie de la population, il avait toujours fallu 6, 8, 10 ans. Par exemple, le vaccin pour l'hépatite B, avant qu'il soit rendu obligatoire pour le personnel de santé, il y avait eu au moins 8 ans. Là, on s'est précipité pour rendre obligatoire un vaccin avec une technologie qui n'avait jamais été employée avant en termes de vaccination. Ça existait déjà en termes de thérapie génique, mais ça n'a jamais fait la preuve de son efficacité. On cherchait pour les cancers, pour les enfants bleus, etc. Les résultats sont déplorables. La preuve, on perd toujours autant de cancers et toujours autant de chimiothérapie pour les cancers. Mais j'ai perdu le fil de ce que je voulais dire. Là, pour les vaccins anti-Covid, en quelques mois, c'était fait. Et j'ai même vu, je voudrais avoir confirmation, que les recherches chez Moderna avaient été déjà mises en place 1 an avant la pandémie. Ça laisse quand même songeur sur les prévisions de certains et sur la préparation de cette pandémie, ouais, avec un L. Absolument. Absolument. Donc, si vous le permettez, Estelle, je vous redonne la parole de suite. Je vais confirmer juste ce que je viens de dire le Doc Loridan, puisqu'en novembre 2020, le PDG de BioNTech, en novembre 2020, a fait une déclaration devant un journaliste du magazine Le Point, et il a avoué à ce journaliste que le vaccin donc de BioNTech Pfizer était déjà au point en janvier 2020. Donc, on parlait même pas encore d'épidémie, de pandémie. Ce qui veut dire que c'était bien préparé à l'avance. Voilà, c'était juste ce que je voulais rajouter. Estelle, je vous passe la parole. Oui, alors effectivement, Moderna, je crois qu'il dit qu'il a mis au point en 2 jours la séquence, enfin je ne sais plus. Ça a été très très rapidement puisque les essais cliniques ont démarré en avril 2020. Donc effectivement, ils nous ont mis une belle propagande en disant est-ce qu'on va avoir un vaccin. En fait, le vaccin, les essais cliniques ont démarré très très tôt, ont été très vite avec tous les problèmes que cela comporte. Et là, effectivement, on peut revenir sur le très beau travail de méthodologie, de vérification méthodologique de Christine Coton, qui montre à quel point cet essai clinique est problématique. Mais après, de toute façon, je dois dire que pour les vaccins
les autres vaccins avec pour ce qu'on appelle les bivalents, hein, puisqu'après ils ont mis la souche sauvage avec la souche d'Omicron ou les différentes souches d'Omicron. Ils se sont pas ennuyés puisqu'il n'y a pas eu d'essai clinique, ou plutôt il y a eu un essai clinique alors qu'il était déjà autorisé. Il y a eu juste un dosage d'anticorps, ce qui ne fait pas un essai clinique puisqu'évidemment on ne peut pas tester les problèmes que cela peut comporter. Donc là, moi, j'ai jamais compris comment on pouvait mettre la souche sauvage avec le variant Omicron, les deux ensemble. Mais enfin bon, ça, c'est des histoires de science. Sinon, je voulais revenir sur le fait que comme le vaccin et comme nous sommes, enfin si nous sommes vaccinés, c'est pas mon cas, notre propre plateforme vaccinale, ça veut dire que ce vaccin n'a pas de posologie fixe et que le corps va produire plus ou moins, puisqu'on a le message, de protéines spike en fonction du système immunitaire, en fonction de l'âge. Donc déjà, ça pose un problème de légalité par rapport à la posologie. L'autre problème qu'il faut quand même bien avoir en tête, c'est qu'un enfant de 12 ans, qui potentiellement peut être parfois plus petit, enfin qui est évidemment beaucoup plus petit qu'un adulte. Il y a aussi le problème fille-garçon. Il y a des gens de différents poids, de différentes tailles, reçoit la même dose qu'un adulte qui peut faire 2 fois son poids et reçoit 3 fois la dose qu'un enfant éventuellement de 11 ans. Donc tout ça est quand même assez curieux. Par rapport à ces problèmes de posologie, il aurait fallu faire des études beaucoup plus poussées par rapport au poids. Mais de toute façon, aujourd'hui, je crois que tout le monde a compris que ce vaccin ne protège pas de la transmission, ni de la contamination. Ça, on le savait depuis longtemps. Donc là, la publicité à la télé, tous vaccinés, tous protégés, est complètement fausse. Mais ne protège pas non plus des formes, ce qu'on a vu. En fait, je crois qu'ils ont inventé les formes graves quand ils ont compris que la population comprendrait très vite que ça ne protégeait pas de la transmission, de la contamination. Ils nous ont inventé les formes graves et ça, c'est beaucoup plus difficile à évaluer. Donc voilà, ça c'était pour le problème un petit peu plus, pour la phase un peu plus politique ce qu'il faut aussi comprendre, c'est que ça fera peut-être suite aux questions, à d'autres questions, c'est que ce vaccin n'aurait pas pu être autorisé en urgence si on avait reconnu un traitement précoce. Alors, il y avait différentes possibilités de traitement précoce ou différents assemblages de molécules. Et si on avait dit oui, il y a quelque chose qui marche, par exemple l'azithromycine avec l'ivermectine, par exemple, ça, on pouvait avoir un vaccin, mais pas une autorisation d'urgence. Donc ça, je pense que les gens doivent bien comprendre ça et bien comprendre que peut-être si on a dit non, il n'y a pas eu assez d'études sur l'ivermectine, sur ceci, sur cela, c'est qu'il y avait d'autres raisons. Voilà. Qu'on allait découvrir quelque chose. Des raisons malheureusement trop souvent pécuniaires et d'une cupidité effroyable, puisque Pfizer, je le rappelle quand même ici, avant la crise Covid, en réalité était au bord de la faillite. Enfin, ils n'allaient pas du tout bien financièrement. Et depuis, ils ont bien engrangé quelques milliards quand même. Ça va pour Pfizer. Ça... Bon là, leur action a dégringolé un peu avec l'élection de Trump, mais je me fais pas de soucis pour eux. J'ai une question pour Jean-Marc. Alors, si j'ai bien compris, si on a bien compris, les injections donc de ces liquides frauduleusement appelés vaccins, en fait, abaissent ou détruisent partiellement ou moyennement ou totalement le système immunitaire. Si j'ai bien compris, en fait, les vaccins ARN messagers altèrent à jamais le système immunitaire du corps humain. C'est ça, Jean-Marc ? Alors, déjà, disons que pour les vaccins anti-SARS-CoV-2, donc les vaccins contre oui, je la parle COVID-19, du SARS-CoV-2. D'accord. C'est basé sur la protéine spike. Et comme je vous l'ai dit, donc la protéine spike est capable de reconnaître le récepteur ECA2. Et donc, elle va dérégler le système rénine-angiotensine. Or, le système rénine-angiotensine, il pilote l'immunité innée. Et quand on pilote l'immunité innée, on pilote aussi l'immunité adaptative. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que quand le système rénine-angiotensine est dérégulé, ce qui est le cas justement quand on a une infection naturelle ou une injection vaccinale qui tourne mal, on a le système immunitaire qui est déréglé
justement parce que le dérèglement du SRA dérègle le SRA des cellules de l'immunité innée, et ces cellules de l'immunité innée, si elles ne fonctionnent pas bien, l'immunité adaptative ne fonctionne pas bien. C'est pour ça aussi qu'on voit beaucoup de maladies auto-immunes. C'est parce qu'il y a un dérèglement de l'immunité innée, et donc l'immunité innée, vous savez, c'est les cellules qui vont avoir la charge de reconnaître les protéines du soi des protéines du non-soi. Et quand elles sont dérégulées, lorsqu'il y a une suractivation d'ATR et une suractivation du SRA, à ce moment-là, ces cellules vont se tromper et vont pouvoir reconnaître comme étrangers des protéines du soi. Et à ce moment-là, elles s'attaquent à des protéines du soi et elles déclenchent une maladie auto-immune. Et c'est pour ça qu'on voit une explosion de maladies auto-immunes. Alors, il y a plusieurs autres phénomènes. C'est qu'on reçoit aussi plusieurs injections du vaccin, je parle de vaccin, mais d'injection vaccinale contre la Covid. Et on a vu qu'à partir de la 3e injection, et encore plus à la 4e injection, il se forme une classe d'immunoglobulines qu'on appelle les IgG4, qui sont impliquées dans l'immunotolérance. Et donc, en fait, l'organisme, à force de voir justement la protéine spike se balader dans l'organisme, elle va considérer que cette protéine spike n'est pas un microbe, n'est pas d'origine microbienne et qu'il ne faut pas s'attaquer à elle. Et du coup, ça induit une immunotolérance. Donc, en fait, ces injections vaccinales sont très délétères. En plus, il a été décrit dans un article de PLOS ONE qui a été publié en 2008 que des injections vaccinales répétées déréglaient obligatoirement l'immunité innée et conduisaient à des maladies auto-immunes. Donc là, les boosters répétitifs des injections, 4e injection, 5e injection, 6e injection, il y en a même qui ont reçu 8 injections dans certains pays, forcément, ça ne peut qu'aboutir à un dérèglement de l'immunité innée et conduire donc à des pathologies auto-immunes ou autres. Et ça a été démontré, quel que soit l'antigène utilisé, c'est-à-dire pas nécessairement la protéine spike. Même si, parce que la protéine spike, en s'attaquant justement au système rénine-angiotensine, donc elle s'attaque directement à l'immunité innée, puisque c'est le système rénine-angiotensine qui contrôle l'immunité innée. Mais si vous prenez un autre antigène, une autre protéine, un autre microbe, par exemple, qui n'a rien à voir, qui n'a pas d'effet direct sur l'immunité innée, ça va quand même dérégler l'immunité innée lorsqu'il va être injecté plusieurs fois dans un organisme. Voilà. D'accord. Alors maintenant, Ceci étant dit, maintenant, on connaît tous des personnes qui ont des effets secondaires, mais on connaît aussi tous des personnes qui ont fait 3 voire 4 injections, parfois plus, et qui vont très bien. Alors, ça ne présage pas de la suite, de l'avenir, mais en tout cas, ce que ça signifie, c'est qu'il y a une réponse différente de l'organisme selon les individus. Avec les vaccins en général, mais les vaccins Covid aussi, on donne un produit tout fait en estimant qu'il va être actif pour tout le monde. Ce qui n'est pas tout à fait vrai, puisque les organismes humains réagissent différemment. C'est un petit peu comme une voiture, vous ne mettez pas le même type de bougie ou le même type de boîte de vitesse, donc ça réagit toujours différemment. Donc il y a une certaine résilience du corps aussi, le corps qui est une vraie merveille. Ceci étant, même s'il y a des réactions comme ça, c'est très individuelles, on s'aperçoit quand même de plus en plus, et chez les personnes qui ont fait plusieurs doses, et ça c'est des témoignages que je reçois dans les établissements hospitaliers, c'est qu'on voit quand même de plus en plus d'effets secondaires sévères. Je pense particulièrement à des manipulatrices radio qui m'avaient parlé du fait qu'elles étaient un peu effondrées de leur métier parce qu'elles voyaient de plus en plus d'accidents vasculaires cérébraux en IRM chez des sujets qui étaient jeunes, relativement jeunes, beaucoup plus qu'avant. C'est des choses qu'elles n'osent même pas dire à leur médecin radiologue, même aux médecins qu'elles rencontrent, parce qu'elles vont se faire traiter de tous les noms, que vous connaissez bien autant que moi. Mais elles se rendent bien compte qu'elles-mêmes qui ont 3 doses, voire au moins 2 doses et un Covid derrière, ça arrive souvent, qu'elles ont une épée de Damoclès sur la tête. Elles se rendent bien compte que même si elles n'ont pas d'effet secondaire immédiat, parfois quelques semaines de fatigue, elles sentent très bien qu'à chaque fois qu'elles se sont fait une injection, elles ont joué à la roulette russe. Et qu'au fur et à mesure qu'on joue à la roulette russe, on diminue nos chances d'être encore en vie au 7e coup sur la gâchette. Oui. Alors, est-ce qu'on a des chiffres un peu sur la mortalité suite aux effets secondaires de ces liquides frauduleusement appelés vaccins au niveau de l'Europe? À ma connaissance, non, parce que c'est très difficile de faire le lien
entre un effet secondaire et le vaccin, surtout si ça intervient plus d'un an après. On n'est plus capable de dire. Il me semble que même que la NSM, depuis juillet 2023, a complètement cessé de faire des statistiques et des évaluations. Il s'est arrêté, je pense, à 200 000 effets secondaires, dont 24% d'effets graves. Et depuis, je ne suis pas certain que ça a été mis à jour. Estelle, vous vouliez dire quelque chose? En fait, je crois que la pharmacovigilance est complètement sous-estimée et parce que déjà ici, il faut remplir des dossiers quand il y a un effet indésirable qui est avéré, notamment par exemple chez quelqu'un de jeune. Évidemment, chez quelqu'un d'âgé, c'est plus compliqué. Quelqu'un qui fait un AVC à 80 ans, c'est autre chose que quelqu'un. Mais il y a eu des AVC chez des bébés. Hein. Enfin, je sais pas, c'est quand même du jamais vu. Donc, juste la pharmacovigilance est complètement sous-estimée parce qu'il faut remplir des dossiers. Moi-même, je connais des gens qui ont eu des effets indésirables qui étaient jeunes et bien portants. Je leur ai demandé s'ils avaient rempli les dossiers, ils ne les remplissent pas, leurs médecins ne les remplissent pas. Donc, je ne sais pas de combien est cette sous-estimation, mais en tout cas, je pense qu'elle est très, très grande. Ça, c'est là. Ensuite, quand il y a effectivement des morts, la pharmacovigilance où on signale une mortalité, effectivement, après, il faut le prouver. Là, sortent tout un tas, enfin, il y a en ce moment des gens qui portent plainte, il y a des gens qui ont commencé à être indemnisés, mais c'est assez complexe. D'ailleurs, je peux renvoyer un très bon article sur l'Omniane qui a été publié par Epoch Times, par quelqu'un que je connais, qui est journaliste également, qui est Étienne Faucher. Et là, je pense qu'on peut apprendre pas mal de choses sur les problèmes d'indemnisation des effets indésirables enfin, ça, on en est juste au commencement, même s'il y a aussi des gens qui ont été indemnisés dans d'autres pays. Ça commence en Angleterre, notamment au Japon. Mais enfin, c'est par rapport aux gens blessés par le vaccin, c'est tout petit. Hein. Donc, voilà. Ensuite, pour reprendre, si vous voulez, les gens des gens qui ont des effets indésirables très graves et d'autres qui n'ont rien, mais j'ai envie de dire, c'est un peu comme le SARS-CoV-2, même en 2020. J'ai connu des gens qui l'avaient eu, qui n'avaient quasiment rien. Ils ont eu une perte d'odorat de 3-4 jours. Ils s'en sont même pas rendus compte. Et puis, ils ont fait des analyses et ils ont vu qu'ils l'avaient eu. Et d'autres qui ont été extrêmement malades, alors qu'ils n'avaient pas forcément de comorbidité. Bon, ils étaient parfois un peu âgés. Donc, c'est effectivement une maladie, enfin, des choses qu'on a eu du mal à comprendre. On a eu du mal à comprendre que ça fasse des choses très différentes parce qu'on ne connaissait pas le système rénine-angiotensine. Donc, des gens avaient des brouillards neurologiques, d'autres avaient des problèmes pulmonaires, d'autres avaient des problèmes de peau. Et le vaccin fait la même chose. Il y a des gens qui font des réactions, des zonas, des problèmes de peau. Donc, on a eu un problème de compréhension par rapport à ce SARS-CoV-2 et également par rapport aux effets indésirables de la vaccination qui sont très multiples, très variés. Donc, voilà ce que je voulais dire. Et je crois que pour les morts et les gens blessés, ça va être très, très compliqué un jour d'avoir les chiffres. Les historiens des sciences auront beaucoup de travail. Je ne sais pas si on y arrivera parce qu'il y a donc, pour reprendre notre conversation, une sous-déclaration très importante. Voilà. D'accord. Alors, Jean-Marc, oui, allez-y. Oui. Ce que je voulais préciser, donc par rapport à la différence d'effet des injections vaccinales chez les personnes, ça repose sur plusieurs choses. Hein. D'abord, ça repose déjà sur les lots, parce que les lots ne sont pas équivalents. On a vu dans des pays scandinaves, notamment, qu'il y avait des lots qui étaient très mortels, d'autres qui induisaient en fait des pathologies plus ou moins sévères et d'autres qui ne faisaient rien du tout. Hein. Les lots EF, par exemple, sont des lots très méchants. Donc, ça a été démontré au moins de 2006. Les lots, il y a d'autres choses qui interviennent. D'une part, on a un système de régulation négatif du système rénine-angiotensine, c'est-à-dire on a un système qui permet de freiner la suractivation du système rénine-angiotensine. Il y a 4 récepteurs. Il y en a un qui s'appelle MASR, l'autre qui s'appelle MRGD, l'autre qui s'appelle AT2R et l'autre AT4R. Donc, ça a bien été déjà identifié et ce sont des systèmes de régulation négative qui freinent l'emballement du SRA. C'est-à-dire que si on reçoit une injection vaccinale qui suractive le système rénine-angiotensine, notre organisme est équipé pour le freiner. Par exemple, la vitamine D le freine. Donc, le statut en vitamine D de la personne va être vraiment très important. Si vous êtes carencé en vitamine D,
eh ben, vous avez beaucoup plus de chances de faire une forme très, très sévère de la Covid que si vous avez un taux plasmatique à 60 nanogrammes de calcidiol par millilitre, hein, qui est environ un taux à peu près optimal. Après, il y a un autre phénomène. On ne va pas tous avoir la même génétique. On ne va pas être tous dans le même état de santé. Donc, ça veut dire qu'on n'a pas les mêmes gènes. Il faut savoir qu'il y a un très grand polymorphisme génétique et protéique des éléments du système rénine-angiotensine, parce que le système rénine-angiotensine, c'est une usine à gaz. Il y a plusieurs enzymes qui sont impliquées, il y a plusieurs récepteurs, il y a plusieurs hormones aussi qui sont impliquées, et il y a des variants, c'est comme le virus. Il y a des variants de récepteurs ECA2, il y a des variants d'angiotensinogène, il y a des variants de récepteurs ECA. Et donc, ça contribue aussi aux différences qu'on peut observer chez les personnes injectées. Et il y a l'âge aussi qui intervient, parce que le SRA, il varie en fonction de l'âge, c'est-à-dire il évolue en permanence de la naissance à la mort. Et puis, il y a le fait qu'on soit une femme par rapport à un homme. Parce que, par exemple, dans les éléments du SRA, vous avez certains éléments qui sont liés à la génétique, au chromosome X. Par exemple, le récepteur AT2R, il est codé par le chromosome X. Le récepteur ECA2, qui est la cible de la protéine spike, il est aussi codé par le chromosome X. Et puis, il y a une autre chose qui est aussi très importante, c'est le complexe majeur d'histocompatibilité de classe 1 et de classe 2. Alors, pour les gens qui ne savent pas, nos cellules ont un complexe majeur d'histocompatibilité de classe 1. Donc, toutes nos cellules ont un système de classe 1, un CMH de classe 1. Entre les CMH de classe 1 et classe 2, on compte à peu près 1000 allèles. Donc, ça veut dire qu'en quelque sorte, il y a 1000 variants. Et vous avez les MHC de classe 1 qui, eux, se retrouvent sur toutes les cellules. Et ces MHC de classe 1, ils reconnaissent le récepteur CD8 qu'on retrouve sur les lymphocytes CD8 cytotoxiques. Et puis, vous avez un autre complexe majeur d'histocompatibilité qui est le classe 2, qui reconnaît l'antigène CD4 qui est à la surface, par exemple, des lymphocytes CD4 auxiliaires qui coordonnent la réponse immunitaire, et on le retrouve à la surface de toutes les cellules présentatrices de l'antigène. Et donc, il y a des variants. Comme je vous le disais, il y a 1000 allèles. Donc, suivant les allèles qu'on a, on peut faire des formes plus ou moins sévères. Et puis, il y a autre chose aussi, c'est que si vous avez des comorbidités, si vous êtes obèse, si vous êtes hypertendu, si vous avez une maladie auto-immune, si vous avez un cancer, eh ben, vous avez déjà un problème avec le système rénine-angiotensine et vous avez déjà une sensibilité accrue à faire des formes sévères de la COVID-19. Et il y a certains gènes qui ont été identifiés, il y en a 4 qui ont été identifiés qui vont conférer à la personne une sensibilité accrue à des formes très sévères de la COVID-19, et il y en a d'autres, au contraire, qui sont protecteurs. Par exemple, il y a un des gènes, il s'appelle HLA-B27, et ben, quand on a le gène HLA-B27, à ce moment-là, on va avoir beaucoup plus de chances de faire une forme très sévère de la COVID. Vous voyez ? Et de façon surprenante, il va protéger si c'est une infection au VIH ou au virus de l'hépatite C. Donc, vous voyez, il y a tout ça qui rentre en ligne de compte, c'est-à-dire à la fois le taux plasmatique de vitamine D, la présence ou non de comorbidité, voilà, le SRA, le polymorphisme du SRA, les allèles au niveau du complexe majeur d'histocompatibilité, il y a un petit peu tout qui rentre en compte, en plus de l'échantillon qu'on va recevoir. Parce qu'il y a des échantillons aussi où il y a beaucoup d'ADN. Il y a beaucoup d'ADN qui ont été trouvés dans des échantillons. Il y a des échantillons qui peuvent être contaminés par 200 milliards de molécules d'ADN, hein, dont des portions qui sont dérivées du SV40. Et donc, ça, c'est très mauvais parce que ça peut induire aussi des turbocancers. Parce que quand on retrouve le fragment de SV40, d'autant plus que dans les injections vaccinales, il y a des nanoparticules lipidiques qui favorisent justement le transport aussi de ces ADN, hein, et donc qui favorisent l'intégration de ces ADN, on peut avoir des gros problèmes. Et il faut savoir que le SRA en lui-même, déjà, pilote la différenciation et la multiplication cellulaire. Et c'est pour ça que quand il est dérégulé, on peut avoir des turbocancers. Parce que c'est lui qui contrôle les mitoses cellulaires. C'est lui qui contrôle si oui ou non, il doit multiplier les cellules. Et donc, il a un impact direct sur le phénomène de cancérisation, d'autant plus que le récepteur AT1R suractivé est pro-angiogénique, c'est-à-dire qu'il va favoriser la vascularisation, c'est-à-dire la croissance des vaisseaux sanguins. Et donc, il va pouvoir irriguer, augmenter donc, des tumeurs, hein, justement, en favorisant la vascularisation de tumeurs. Et il va pouvoir lui-même induire des tumeurs. Voilà.
Donc, on peut voir des cancers qui peuvent être extrêmement rapides ou bien alors qui peuvent être très lents, se développer très lentement. Donc, il y a tous les cas de figure. Ok. Alors, j'ai une question. Enfin, on va aborder après un autre volet qui est tout votre chapitre sur les vitamines et qu'est-ce que l'on peut faire justement pour booster un peu donc le système immunitaire. Mais avant cela, j'ai une question pour vous trois. Parce que là, on en est à l'obligation de 11 vaccins donc, chez les bouts de choux. J'ai entendu parler quand même, et ça se précise de plus en plus, et pas que moi d'ailleurs, que les vaccins, d'autres vaccins, tous les vaccins vont devenir à court ou moyen terme des vaccins ARN messagers. Donc voilà, donc j'ai cette question, je la pose à vous trois. Qui veut commencer à y répondre? Il n'y en a pas un? Moi, je veux bien. Estelle. Ou Doc, oui. Il y a 500 vaccins ARN messagers dans le pipeline en préparation. Beaucoup pour la forme, de forme vétérinaire, enfin pour les animaux, puisque là, ils ont déjà commencé à vacciner les canards par rapport à la grippe aviaire, et c'est avec souvent des vaccins ARN messagers et avec des auto-amplifiants. Alors là, Jean-Marc pourra peut-être en dire un mot, qui c'est encore plus affolant. Donc, effectivement, à terme, ils veulent tout mettre à ARN messager, on ne sait pas. Il y a, je crois, même les crevettes, où il y a une vaccination des crevettes en pollinisation. Oui, oui. Donc, ce n'est pas du tout rassurant, effectivement. Donc, on va voir par rapport à tout ce qui se passe en Amérique en ce moment, et en particulier à Robert Kennedy Jr., Enfin, est-ce que les choses peuvent changer? On espère peut-être en mieux, parce que quand même, on peut pas mettre sur le marché des choses qui n'ont pas été éprouvées. C'est complètement affolant, c'est même du jamais vu. Tous les standards ont sauté. Tous les standards tous les verrous ont sauté, et je pense que là, il va falloir. J'espère quand même que ces choses n'auront pas lieu, enfin, même si elles ont déjà commencé, qu'elles pourront être stoppées. Voilà. D'accord. Donc, alors en fait, donc on est en plein dedans. Donc, nous sommes en plein dedans. Ça veut dire que donc tous les vaccins à court moyen terme vont devenir ARN messager. C'est donc déjà en cours chez les animaux. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, si de plus en plus, quand on va manger un bon confit de canard, eh bien, le canard peut avoir été injecté par un vaccin ARN messager. Oula, là, ça commence à devenir quand même de plus en plus grave. Est-ce que le vaccin de la grippe, j'ai entendu dire que le vaccin de la grippe était aujourd'hui ARN messager. Est-ce exact? Pas encore. En préparation. En préparation. Il est en préparation, mais je crois qu'on a perdu la tête, parce qu'en fait, on fait comme si, pour se soigner, il n'y avait plus que les vaccins. D'ailleurs, c'est ce qui s'est passé par rapport au Covid. Donc, je ne minimise pas la gravité que ça peut avoir chez certaines personnes. On a vu des gens quand même qui ont été très très malades, mais je précise juste que cette gravité n'aurait peut-être pas dû avoir lieu, hein, si au lieu de dire aux gens restez chez vous avec du Doliprane, ce qui était déjà très néfaste, on avait écouté certaines personnes, en premier le professeur, les équipes de l'IHU, avec en tête le professeur Didier Raoult, le professeur Christian Perron, d'autres des médecins qui aujourd'hui se retrouvent condamnés, voire radiés à vie, Denis Agré, des gens comme ça. Et donc ces choses graves, pour la plupart, n'auraient pas dû avoir lieu, puisqu'il y a eu des centenaires même qui ont été guéris du Covid, quand elles ont été soignées, notamment avec l'azithromycine. Donc le soin a été totalement oublié. On n'a jamais écouté des poumons à travers un écran d'ordinateur. Un médecin, qui ne va pas voir ses patients quand ils sont malades, c'est comme un militaire. C'est pour ça que nous avons choisi parfois d'employer
employer d'utiliser la métaphore militaire. Pourquoi? Parce que d'abord, Emmanuel Macron a employé 6 fois le mot guerre, et pour tout ça, pourquoi? Déjà, le mot guerre était absurde parce qu'on ne se bat pas, enfin, on n'est pas en guerre contre un virus, le virus ne nous veut pas de mal, mais soit dit en passant, acceptons le mot guerre, mais à ce moment-là, prenons les armes. Et les armes, on les avait, et tous les médecins le disent, l'azithromycine soignée, l'ivermectine soignée, si on mettait des vitamines, ça soignait. Donc, je dois dire que tout ça, je ne sous-estime pas la gravité éventuellement d'un virus, surtout chez certaines personnes, mais avec le soin, les choses ne seraient pas passées de cette manière-là. Voilà. D'accord, ben oui, effectivement, on est ça, alors là, entièrement d'accord. Alors, comment maintenant, alors, pour les gens qui se sont fait vacciner et qui ont donc des problèmes avec ça, ou même ceux qui n'en ont pas d'ailleurs, mais qui auraient envie quand même de remonter, de booster un peu leur système immunitaire, vous avez consacré donc tout un chapitre donc dans votre très bon livre que je remonte ici un petit peu, à condition que l'image, voilà, que l'image se fasse, mais décidément avec ce truc, j'y arrive jamais. Ah voilà, ça y est, j'y suis. Donc aux éditions Guy Trédaniel, d'ailleurs, je l'ai pas dit tout à l'heure. Alors maintenant, Jean-Marc, puisque vous avez fait, donc je vous repasse la parole, puisque vous avez fait tout un chapitre fort intéressant sur les vitamines. Alors, qu'est-ce que vous pouvez conseiller à nos internautes là pour booster un peu tout notre système immunitaire? Et est-ce que c'est vital de prendre des vitamines relativement souvent? Est-ce que c'est nécessaire et souhaitable? Alors, oui, certaines vitamines, oui, c'est souhaitable, même si on est en bonne santé. Justement, pour rester en bonne santé, il faut pas être en manque de vitamines, il ne faut pas être déficient. Alors évidemment, je dirais la vitamine la plus importante, alors, vitamine entre guillemets, parce que je peux parler de la vitamine D qui en fait est une pro-hormone, c'est costéroïde et qui n'est pas une vitamine. Mais à mon avis, la plus importante est de loin la vitamine D. Pourquoi la vitamine D? Parce qu'elle a un contrôle très important sur le système rénine-angiotensine. Le système rénine-angiotensine, c'est donc un système physiologique avec une cascade de réactions enzymatiques, donc des hormones qui sont dégradées à la queue leu-leu, et tout en amont, la molécule qui commence le système rénine-angiotensine, enfin, qui est au sommet de la cascade de réactions, c'est l'angiotensinogène, justement, qui est produit par le foie. Et la vitamine D inhibe la rénine, et la rénine qui est produite par le rein, c'est un inhibiteur de rénine, et cette rénine, justement, transforme l'angiotensinogène en angiotensine 1. Et l'angiotensine 1, c'est une hormone qui est inactive, mais elle est transformée par le récepteur ECA, donc par l'enzyme de conversion de l'angiotensine 1, en angiotensine 2, qui, elle, est très délétère quand elle est en excès. Alors, il faut savoir que l'angiotensine 2, c'est un petit peu particulier. C'est-à-dire qu'elle peut être très délétère et elle peut être très bénéfique. Ça va dépendre sur quel récepteur elle se fixe. Elle est plus affine pour les récepteurs AT2R. Et AT2R, c'est un récepteur qui est bénéfique. Et par contre, quand elle est en trop gros excès, à ce moment-là, elle est active sur les récepteurs AT1R et à ce moment-là, elle est très délétère. Puisque AT1R, c'est un récepteur donc, qui est pro-hypertenseur, qui est pro-inflammatoire, qui est pro-oxydant, qui est pro-angiogénique, qui est pro-thrombotique, qui est pro-hypoxémique, pro-hypoxique, pro-fibrosant, pro-hypertrophiant, il fait chuter le monoxyde d'azote. Et AT2R fait exactement l'inverse. Donc, quand il se fixe sur AT2R, et à ce moment-là, il a un effet bénéfique. Et qu'est-ce qui se passe chez les enfants, par exemple? Quand ils naissent, leur système rénine-angiotensine est très riche en récepteurs AT2R. C'est-à-dire qu'il y a une prédominance, notamment dans les voies aériennes supérieures, il y a une prédominance de récepteurs AT2R. Et là, l'angiotensine sur ce récepteur est bénéfique. C'est pour ça, justement, que les enfants ne sont pas sensibles, en fait, ne font pas de forme sévère, à moins qu'ils aient des comorbidités extrêmes, avec une infection par le virus SARS-CoV-2. D'accord. Alors, vitamine D. D'accord. Ensuite. Il y a la vitamine D. Que la vitamine D. C'est important. Non. Alors, avec la vitamine D, il faut prendre du magnésium. Alors, pourquoi il faut prendre du magnésium? Parce que le magnésium, c'est une substance qui est très importante. Il faut savoir qu'à peu près 80% des personnes manquent de magnésium, donc 8 personnes sur 10. Ah, Or, le magnésium,
et un cofacteur des enzymes qui vont transformer la vitamine D3 qui est inactive en calcitriol qui est bioactif. Parce que quand vous prenez de la vitamine D, la vitamine D3, elle est inactive. Elle a besoin d'être métabolisée 2 fois, une fois au niveau du foie et une fois au niveau du rein, pour être transformée en calcitriol. Elle est d'abord transformée par une 25-hydroxylase, elle est transformée donc en calcidiol par une 25-hydroxylase au niveau donc du foie. Et au niveau du rein, il y a ce calcidiol qui va être transformé en 1-alpha-25 d'hydroxyvitamine D3, qui est le calcitriol, justement, par une 1-alpha-hydroxylase. Et ces deux enzymes utilisent comme cofacteur le magnésium. C'est pour ça que le magnésium est indispensable. Parce que si vous n'avez pas de magnésium, vous avez beau prendre de fortes doses de vitamine D, et ben de toute façon, votre vitamine D ne sera pas active, donc ça ne servira à rien. Et il faut prendre du zinc. D'accord, écoutez, ça c'est bien parce que j'ignorais totalement. Je vais prendre un exemple pour bien expliquer pourquoi ce que dit Jean-Marc est important. Non seulement le magnésium, mais également la vitamine B6 et la vitamine B2. En fait, il faut juste savoir une chose importante, c'est que l'ensemble des vitamines, des sels minéraux, ce qu'on appelle les oligo-éléments, qui font partie de ce qu'on appelle la micronutrition, ils agissent en synergie les uns les autres, comme les mécanismes, comme les rouages des mécanismes d'horlogerie. Si vous enlevez un rouage sur une superbe montre suisse, eh ben, ça va beaucoup moins bien marcher. Alors, si vous prenez beaucoup de vitamine D, mais que vous avez peu de magnésium, en fait, la vitamine D, elle va rester dans le sang. C'est un petit peu comme si vous aviez rempli le réservoir de la voiture jusqu'à la gueule. Donc, ça va, il y a de l'essence, il y a tout ce qu'il faut, mais vous n'avez pas la clé de contact. La clé de contact, c'est le magnésium, c'est la vitamine B6, la vitamine B2, qui permettent non seulement à la vitamine D de pénétrer dans la cellule, mais également d'être active au sein de la cellule. Voilà, ça c'est une chose. Donc c'est vraiment important aussi de se dire que les dosages de vitamine D que vous avez sur votre prise de sang sont pas suffisants. C'est-à-dire que dans la plupart des laboratoires, c'est entre 30 et 60 nanogrammes par millilitre, si j'ai bonne mémoire. Mais il faut être à 60, voire 80, voire à 100. Et c'est pas un problème. On nous dit tout le temps, attention, danger toxique, vitamine D, etc. Il n'y a pas d'effet secondaire vu avec la vitamine D. C'est faux. On peut en avoir beaucoup plus que nécessaire. Et c'est non seulement important pour l'immunité contre les pathologies infectieuses comme le Covid, mais n'importe quelle autre, mais c'est aussi vachement important pour l'immunité anticancéreuse. Il y a la vitamine D, mais il y a également d'autres éléments qui sont très importants et pour lesquels on a besoin de se renforcer. Il faut considérer qu'on est tous en carence de quelque chose. Jean-Marc parlait du magnésium. Si jamais vous êtes sensible à des tremblements de la paupière, par exemple, ou ce qu'on appelle la tabatière anatomique ici sur la main, et si vous avez des troubles du sommeil, dites-vous bien que c'est probablement le magnésium. Prenez du magnésium, un petit peu de varié, hein, du bisglycinate de magnésium, du citrate de magnésium, des formes différentes, et voyez si ça s'améliore. Si ça s'améliore, c'est que vous avez besoin de magnésium. Il y a une autre chose aussi importante à laquelle il faut penser pour ce qui concerne non seulement le système immunitaire. Généralement, je parle de l'iode ici. Généralement, on dit l'iode, ça concerne que la thyroïde. C'est entièrement faux. L'iode concerne également énormément de nos organes, y compris le système immunitaire, et ça fait partie de ces éléments qui agissent en interaction les uns avec les autres. Et une façon la plus facile de savoir si vous êtes en carence en iode ou pas, ça serait de se mettre une petite goutte, ça c'est le docteur Vincent Reliquet qui m'a dit ça, une goutte de Lugol qui contient de l'iode sur l'avant-bras. Une goutte. Alors, il faut faire attention aux vêtements, ça tâche. Mais si au bout de 20 minutes, une demi-heure, la goutte a disparu, c'est que votre corps, il a besoin d'iode. Et donc, il a aspiré à travers la peau tout ce qu'il pouvait. Si par contre, la tâche reste, si vous êtes tranquille avec ça. Après, sur le plan quantitatif, c'est-à-dire savoir si en quantité, on est en carence sévère, en insuffisance, si on en a suffisamment, si on est en excès, là, il faut faire un dosage urinaire. C'est la iodurie des 24 heures. Alors, il y a très peu de médecins qui sont rompus à ça. Mais il faut accepter d'avoir une ordonnance médicale avec, vous réussirez à trouver un médecin qui vous la procure, avec ce qu'on appelle une iodurie des 24 heures, c'est-à-dire que de 8 heures du matin jusqu'au lendemain, 8 heures du matin, vous pissez dans un jerrycan que vous donne le laboratoire. Alors, c'est plus facile pour les hommes que pour les femmes, mais ça se fait quand même. Et puis, au bout de 2 à 3 semaines, vous avez le résultat. Il y a peu d'iode dans les urines des 24 heures, c'est que vous êtes en carence. Pourquoi on le fait sur 24 heures? Parce qu'on n'urine pas la même quantité d'iode le matin que le soir. Donc, il faut avoir une moyenne entre les deux. Alors, je vais peut-être laisser continuer Jean-Marc et Estelle sur ce qui concerne les vitamines, les oligo-éléments, mais c'est vraiment
très important de chercher à renforcer son immunité. Et ça va d'abord passer par l'alimentation. Il faut avoir une alimentation saine, équilibrée, si possible le plus bio. Alors le plus bio, ça ne veut pas dire que vous aurez plus de vitamines et de sels minéraux dedans, c'est que vous aurez moins de métaux lourds et de pesticides. Il faut juste le savoir. La seule chose qui peut éventuellement être pris non bio, ce sont les avocats. Parce que dans les avocats, la peau est tellement dure que les pesticides ne traversent pas. Pensez à des aliments qui sont à la fois des anti-inflammatoires, des antioxydants, des antiparasitaires, des antibactériens qui sont extraordinaires, comme l'ail, les oignons, surtout les oignons rouges et tous les crucifères, hein, ce qu'on appelle crucifères, c'est les choux de toutes sortes, hein, les brocolis, romanesco, etc. Il y a une chose aussi très importante, et c'est aussi pour répondre à une internaute là, qui posait la question à Jean-Marc, mais Jean-Marc n'avait pas répondu, je vais peut-être le laisser compléter après. Mais qu'est-ce qu'on peut faire pour détoxifier le système rénine-angiotensine? En fait, ce qu'il faut faire, c'est détoxifier complètement et chercher surtout à détoxifier le foie. Le foie, c'est une énorme glande qui fait à peu près 1,5 kg qu'on a en haut de l'abdomen et qui est comme une sorte on va dire d'usine d'incinération. C'est elle qui va nous détoxifier. C'est une station d'épuration. Voilà, je cherchais le mot, une station d'épuration. Et par contre, si elle est trop surchargée, trop pleine avec des aliments qui sont trop inflammatoires et trop caloriques, notamment avec les sucres, eh bien, elle peut pas faire de boulot suffisant. Il va transformer tous ces éléments, tous ces aliments toxiques, notamment en sucre, il va les transformer en graisse, ce qu'on appelle le foie gras. Et dans ce cas-là, le foie gras, c'est un petit peu comme si le foie était tellement surchargé qu'il ne peut plus faire le reste du boulot. Donc, il faut penser à se détoxifier. Et ça, c'est des choses qu'on doit faire à chaque changement de saison. Avec le jeûne hydrique, pourquoi pas, ou le jeûne intermittent, le jeûne de plusieurs jours. Mais si vous faites plusieurs jours et que vous avez des problèmes de santé, ne le faites pas tout seul. Là, il faut vraiment être suivi par un médecin pour le faire ou par un naturopathe qui est rompu au jeûne, ou on peut le faire pendant une semaine en stage de jeûne. Ça existe. Il faut pas hésiter à le faire. Il y a toute la phytothérapie. Vous avez dans vos jardins et dans les champs pas loin de chez vous ce qu'il faut pour vous détoxifier. Alors, les champs, on va peut-être éviter parce qu'il y a pas mal de pesticides autour. Mais si vous prenez des pissenlits à côté du champ de blé, vous allez avoir des difficultés. Mais dans votre jardin, les pissenlits, de la racine jusqu'à la fleur, il faut tout consommer. Absolument, c'est une petite merveille. Vous avez tous des plantes aussi qui sont soit rampantes, soit qui se mettent, qui grimpent sur d'autres plantes qu'on appelle le gaillet gratron. Renseignez-vous, le gaillet gratron, c'est une petite merveille. Prenez, vous coupez, ça va être pour le printemps, hein, vous coupez l'extrémité, en le goûtant, c'est un goût de, comment je pourrais dire, de petits pois. C'est pas désagréable à manger comme ça. Ce sont toutes des plantes qui permettent une détoxication. On pense aussi à l'ortie, qui est à la fois une merveille en détoxification et qui contient suffisamment de vitamine C, de fer et d'oligo-éléments, bien plus que nos oranges. Donc c'est toutes des choses qu'il faut pouvoir penser à faire. Une dernière chose encore, on n'en a pas parlé, c'est le microbiote intestinal. Notre microbiote intestinal fait sans doute que nous avons une réponse différente à toutes les toxines qu'on reçoit, toutes les toxiques, pardon, qu'on reçoit de notre alimentation, mais aussi de nos médicaments, des injections vaccinales, etc. Avec un microbiote différent, il est fort probable qu'on ait une réaction différente à tous ces toxiques. J'en profite au passage pour dire que lundi, dans quelques jours, j'accueille Sabine Azan, avec le docteur Sabine Azan, qui est spécialisé dans le microbiote et dans les greffes de matière fécale aux États-Unis, ainsi que le docteur Tiffaine Pinsol. On va parler de tout ça. Voilà. Alors, je me posais aussi une question par rapport à, et ça peut-être que Jean-Marc ou Estelle auraient les réponses, c'est que on a quand même remarqué avec le docteur Stéphane Gaillet, avec le docteur Martine Vonner, on s'est posé la question du fait qu'il y avait quand même pas mal de nos collègues, voilà l'affiche pour lundi, merci à la régie, il y avait pas mal de nos collègues qui avaient finalement très peu d'effets secondaires. En pourcentage, on avait l'impression qu'il y en avait moins que la population. Alors Jean-Marc parlait des différences de l'eau. Honnêtement, on se posait beaucoup la question, je ne pense que je n'aurai jamais la réponse, mais elle restera en suspens. Est-ce que les médecins, c'est-à-dire ceux qui étaient les premiers à faire la promotion de ces vaccinations, voire à donner de leur temps dans les vaccinotromes, n'avaient pas reçu des lots qui leur permettaient de rester plutôt en bonne santé, alors soit des placebos, soit moins dosés, de manière à pouvoir faire cette promotion, parce que si eux-mêmes avaient été malades, croyez-moi qu'ils auraient
déconseiller fortement le vaccin à leurs patients. C'est un petit peu comme de la morora. Hein. Si vous avez de la morora, si vous donnez à tous les médecins, à tous les rats de la morora, les premiers vont mourir, mais les autres vont se rendre compte qu'il y a quelque chose avec, ils n'iront pas. C'était un peu la question qu'on s'était posée. J'aurais sans doute pas de réponse. Pour ce qui concerne ce que nous disait Estelle sur la pharmacovigilance, je rappelle aussi que le docteur Tal Schaller avait fait des recherches à l'OMS en Suisse concernant les effets secondaires et les remontées. Il avait constaté qu'il y avait moins de 1% des effets secondaires des vaccins, des différents vaccins en général, hein, pas seulement le vaccin Covid, parce que ça fait quand même une dizaine ou une vingtaine d'années qu'il avait fait ces recherches, moins de 1% des effets secondaires qui étaient remontés. Donc ça laisse songeur, c'est quand on voit la NSM, la NSM qui avait déclaré qu'il y avait 200 000 effets secondaires et avec les statistiques qui avaient été arrêtées en juillet 2023, si j'ai bonne mémoire, on pourrait peut-être multiplier ce chiffre par 100, ça fait quand même beaucoup. Voilà ce que je voulais dire. Il faudrait peut-être aussi qu'on pense à parler. Eric, attends. Avant de passer la parole à quelqu'un pour répondre à cette question, j'aimerais juste qu'on termine, et j'en reviens à Jean-Marc ou à Estelle, à tous les deux, sur les vitamines. Parce que pour l'instant, on en est vitamine D, magnésium. Alors moi, je voudrais revenir sur certaines choses par rapport à l'alimentation. Le fait d'avoir beaucoup traité les sols fait non seulement se prendre effectivement pas mal de pesticides, etc., des insecticides, mais il faut dire que les sols ont été vidés de leur taux, notamment par exemple le taux de sélénium. L'autre chose, c'est les nourritures transformées et des choses aussi comme la baguette blanche, les pâtes blanches, le riz blanc, tout ça a vidé de ces vitamines B. Or, les vitamines B, c'est aussi très important. On a détaillé toutes les vitamines B et leurs actions. Donc, là, le problème d'aujourd'hui, c'est la nourriture industrielle, le fait qu'on n'a plus le temps de faire de la cuisine. C'est aussi, il ne faut pas sous-estimer ça. Et je sais que nous avons par exemple des fruits qui ont beaucoup moins de vitamines qu'il y a 50 ans. Hein, donc, je ne dis pas qu'il faut interdire tous les traitements, mais ces traitements quand même posent des problèmes. Pourquoi aujourd'hui, par exemple, on prescrit, on conseille aux femmes avant de procréer de prendre certaines vitamines B? C'est aussi parce que la nourriture en est vidée. Quand on prend une baguette, alors je sais que la baguette blanche, tout le monde aime ça et c'est très français, mais je pense que le pain complet et le petit épeautre notamment, puisque là aussi les blés ont muté, c'est beaucoup plus difficile à digérer, les gens ont beaucoup plus d'intolérance à ça. Je pense que là, il faut aussi faire un effort dans l'alimentation. Alors, la vitamine D, c'est différent parce que nous n'avons pas assez de soleil et donc nous sommes obligés d'en prendre. Il faut savoir qu'à certaines époques, on a fait prendre de la vitamine D aux enfants et que ça a été abandonné. On en a fait prendre pourquoi? Parce qu'on s'était rendu compte que qu'on pouvait lutter contre le rachitisme. Ça a été abandonné, comme je le disais tout à l'heure, le rachitisme est revenu. L'autre chose aussi par rapport au foie, pour détoxifier, il faut quand même rappeler, alors on l'a pas mis dans le livre, mais aujourd'hui c'est reconnu alors qu'il en a payé le prix fort, c'est les travaux de Jean Tubéry par rapport au Desmodium ascendens pour détoxiquer le foie, qui ont été très importants puisque Jean Tubéry est un médecin qui a été envoyé en Afrique et il voyait des gens avec des foies dans tous les, et en même temps, enfin, des foies en mauvais état mais qui tenaient le coup et cette connaissance lui a été léguée par des médecins africains et maintenant on peut trouver du Desmodium ascendens un petit peu partout dans différents laboratoires et c'est un très très grand détoxifiant pour le foie et même je crois un petit peu plus pour le système gastrique en général. Alors concernant sinon pour enchaîner les questions par rapport aux médecins qui ne sont pas malades, moi aussi j'ai constaté ça, mais comment le savoir? On n'a pas de preuves. Moi, j'ai vu que, notamment dans les grands services hospitaliers, il n'y avait pas beaucoup de grands pontes qui avaient fait plusieurs vaccins et qui avaient des problèmes d'effets indésirables. Hein. J'ai constaté ça aussi. Donc, je ne sais pas à quoi penser. Je m'interroge également, puisque nous n'avons la preuve de rien. Hein. Voilà. D'accord. Jean-Marc,
Sur les vitamines, on a été vitamine D, magnésium. Je reviens à la charge parce que oui. j'aimerais bien un peu Vitamine D, magnésium, ailleurs, il faut des antioxydants, parce que le dérèglement du SRA suractive une NADPH oxydase qui relargue des particules réactives de l'oxygène, qui sont soit des radicaux, soit des précurseurs de radicaux libres. Et donc, il faut des antioxydants pour neutraliser ces particules réactives de l'oxygène. Alors, vous savez, ces particules réactives… Vitamine C. En fait, les antioxydants sont des substances qui ont un déficit électronique. Et donc, pour les neutraliser, elles vont voler un électron à une autre molécule, elles vont déstabiliser l'autre molécule qui va vouloir se stabiliser, et il va y avoir une réaction en chaîne comme ça de molécules qui se déstabilisent à la queue leu-leu. Et l'antioxydant, c'est une molécule qui a un excès électronique et qui va pouvoir donner un électron, justement, à un radical libre, sans être déstabilisé. Et donc, ça bloque la réaction en chaîne. Alors, il faut, comme antioxydant, de la vitamine C, de l'acide ascorbique, qui est très puissant. La vitamine C et la vitamine D, c'est vraiment le couple gagnant. Il faut aussi un autre type d'antioxydant, par exemple du NAC, du N-acétylcystéine, et du glutathion. Alors, le NAC et le glutathion, en quelque sorte, ils sont de la même famille, parce qu'ils ont des propriétés antioxydantes, parce qu'ils ont des propriétés redox, dues à la présence d'un thiol SH sur la chaîne latérale du NAC ou sur la chaîne latérale du deuxième résidu d'acide aminé du glutathion, parce que le glutathion, c'est un tripeptide en position 2, il y a une cystéine, et donc sur la chaîne latérale, il y a CH2SH, et c'est le SH qui confère les propriétés redox. Le NAC est particulièrement intéressant parce qu'il accède facilement au cerveau, ce qui n'est pas le cas du glutathion. Mais le glutathion, par contre, est plus puissant et il est également plus cher. Donc, s'il y a la possibilité de prendre les deux, c'est pas mal. Il y a tout un tas d'antioxydants. Par exemple, vous avez la phycocyanine, qui est un des principes actifs majeurs justement des algues, des microalgues, de la spiruline. Donc ça, c'est très puissant parce que c'est 20 fois plus puissant. Oui, la phycocyanine, c'est 20 fois plus puissant que la vitamine C et 16 fois plus puissant que la vitamine E en potentiel antioxydant. Donc en fait, c'est deux protéines, deux sous-unités, 15 kilodalton, 20 kilodalton, et sur une des sous-unités, il y a un noyau tétrapyrrole ouvert qui lui confère des propriétés justement redox. Donc c'est très puissant. Et en plus, ça a un avantage, c'est que c'est un inhibiteur du SRA. Il inhibe le système rénine-angiotensine, comme le fait l'ivermectine aussi. Et donc, il est très intéressant. Après, il y a tous les types d'antioxydants qui sont intéressants. Je veux dire, il y a la quercétine, il y a la carnosine aussi. La carnosine, c'est un dipeptide. C'est une bêta-alanine histidine et qui a aussi des propriétés antioxydantes puissantes. C'est un antioxydant naturel, comme le glutathion. Après, ce qu'il faut, c'est de la taurine. Donc, c'est excellent pour le système nerveux et pour le système cardiovasculaire. De la taurine, très, très important. Il faut des oméga 3. Donc, la taurine, c'est 1 gramme. Les oméga 3, ça va être des gélules de 2 grammes. Donc, c'est très important, ces oméga 3, qu'on ne fabrique pas naturellement. Les mammifères peuvent le fabriquer, mais pas les humains. Et puis, idéalement, quand on a vraiment un fort dérèglement du SRA, il faut justement un complexe de vitamine B, avec les vitamines B essentielles, comme la B1, la thiamine, la B3 est très importante, c'est la vitamine PP, la niacine, il y a la B6, la pyridoxine, il y a la B4 aussi, la choline qui est importante, il y a la B12, la cobalamine, il y a l'acide folique, la B9, enfin bon, et donc les avoir en complexe, c'est très bien, parce que quand il y a un dérèglement du SRA, ça peut induire un SIBO, c'est-à-dire une pullulation des bactéries du côlon dans l'intestin grêle, et donc quand on a un SIBO, on a justement une chute de la production des vitamines B et de la vitamine K par les bactéries commensales de l'intestin grêle. C'est des bactéries bénéfiques qui dégradent les aliments. Et justement, quand il y a un SIBO, c'est les bactéries gram-négatives anaérobies qui sont dans le côlon, qui passent la valvule iléocolique et qui remontent dans l'intestin grêle et qui pullulent dans l'intestin grêle. Et celles-là font la fermentation, alors que les autres font la dégradation des aliments. Et donc, ça met le bazar parce que ça nous met en carence de vitamine K, de vitamine B, ça nous met, ça dérègle l'homéostasie au calcium, au magnésium aussi. Enfin bon, ça fait beaucoup de troubles. Et donc, idéalement, il faut prendre tous ces produits. Alors, il y a l'iode, bien sûr, que vous avez cité.
qui est très important. Il y a le sélénium aussi, qui est essentiel. La vitamine C, elle est particulière par rapport au SRA pour une chose, c'est qu'il a été démontré expérimentalement que lorsque vous prenez de la vitamine C, eh ben, l'angiotensine 2 va avoir une affinité qui va diminuer par rapport au récepteur AT1R, alors que son affinité pour le récepteur AT2R ne va pas bouger. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, vous allez moins suractiver AT1R en présence de vitamine C. En plus, la vitamine C, elle a un gros avantage, c'est qu'elle inhibe, c'est un antihistaminique en fait, la vitamine C. Elle inhibe le relargage d'histamine à partir des mastocytes qui peuvent dégranuler tout un tas de substances. Et l'histamine, c'est une molécule qui est très délétère en fait. Pourquoi? Parce qu'elle provoque une inflammation, elle provoque une vasodilatation des vaisseaux sanguins, elle provoque une porosité des vaisseaux sanguins, elle provoque des décharges gastriques, donc avec des décharges d'acide chlorhydrique et de mucus. Elle provoque une constriction des bronches qui entraîne des difficultés respiratoires et elle active ou elle inhibe des voies de signalisation au niveau du système nerveux central, du système nerveux périphérique. Et donc, c'est délétère et quelque part, ça agit comme un antihistaminique, cette vitamine C. Donc, elle est vraiment particulièrement importante. Voilà, en gros, ce sont les molécules les plus importantes. Hein. Le sélénium aussi est très important. J'ai envie de vous poser une question, Jean-Marc. Est-ce que vous pourriez le dosage, nous indiquer le dosage, si vous pouvez? Oui. Alors, donc la taurine, alors la vitamine D, ça va dépendre du poids. Si vous pesez par exemple 100 kilos, il faut prendre 10 000 UI par jour. Hein. 1 microgramme de vitamine D, ça correspond à 40 UI. Si vous pesez 70 kilos, ça sera dans les 5 000 UI. Une femme, ça sera plutôt… UI, ça veut dire unité internationale. Oui, unité internationale. 40 UI, ça fait 1 microgramme de vitamine D. Pour les enfants, ça va être 1500, enfin ça va dépendre du poids. Hein. Le poids est important. Généralement, il y a 75 UI par kilo. Le poids est très important. Alors, le magnésium, ça va être de l'ordre de 300 mg. Le zinc, ça va être entre 15 et 40 mg, c'est-à-dire généralement, c'est des comprimés de 25 mg. La taurine, ça sera 1 g. Justement, les oméga 3, ça sera généralement des gélules de 2 grammes. Le sélénium, c'est de 0,1. En général, c'est 0,1 à 0,2 mg. Il y a la vitamine K2 qui est importante parce qu'elle gère l'homéostasie au calcium, donc elle est très importante à prendre avec des shoots de vitamine D. Alors, eux, c'est entre 0,1 et 0,6 mg par jour. La vitamine C, ça peut être 3 à 4 grammes facilement par jour, notamment quand on ne va vraiment pas bien. Le NAC et ou le glutathion, c'est de l'ordre de 800 mg par jour, donc ce sont des bonnes doses. On peut diminuer les doses si on prend des formes liposomales, par exemple, de glutathion, hein, qui le rend plus actif. Voilà, c'est à peu près les doses qu'il faut. Alors, il y a juste quelque chose, peut-être que… Ça fait beaucoup par jour. Hein, mais… Oui, ça fait beaucoup de choses. Bon, on n'est pas obligé de tout prendre non plus. Mais disons que quand on est déglingué, quand on a vraiment des problèmes avec le SRA, il vaut mieux tout prendre parce que le SRA, quand on commence à avoir des problèmes à certains organes, en fait, il y a une surexpression du récepteur AT1R, c'est-à-dire que ça s'amplifie, ça devient de plus en plus grave et notre corps est de plus en plus carencé en vitamines, en plein de choses. Et donc, parfois, justement, en début de Covid, quand on commence à avoir un Covid long, on peut prendre ce complexe vitaminique, mais comme j'ai vu là 2 fois un message qui est passé sur le jeûne, sur l'effet du jeûne par rapport au SRA, il y a une personne qui a posé 2 fois la question. Le jeûne, justement, le jeûne hydrique, va avoir un effet bénéfique pour réguler le SRA. Alors évidemment, comme le disait justement Eric, bon, ça doit être bien sûr encadré par un médecin, hein, parce qu'on ne peut pas faire n'importe quoi, parce que le jeûne n'est pas toujours bénéfique. Hein. Si c'est un jeûne très long, ça peut être très délétère. Si vous avez, par exemple, un diabète de type 1 auto-immun, c'est très dangereux parce que vous pouvez faire une acidose métabolique, vous pouvez en mourir. Si vous avez des atteintes rénales, hépatiques, etc., ça peut être dangereux. Mais d'une manière générale, c'est très bénéfique. Alors, juste au niveau du mécanisme d'action, quand vous faites un jeûne hydrique, l'idéal, c'est qu'il soit supérieur, selon moi, à 3 jours.
Et l'idéal, c'est entre 3 et 7 jours, par exemple, le jeûne de 5 jours. Alors, pourquoi je vous dis ça? C'est que quand vous faites un jeûne, vous faites une descente alimentaire. Hein. Si vous faites, par exemple, un jeûne de 5 jours, vous faites une descente alimentaire 5 jours avant. Hein. Donc, vous passez au début, vous évitez tous les excitants, hein, thé, café, etc., piment, glucose. Après, vous évitez les légumineuses, les céréales. Après, vous évitez les protéines animales. Après, les protéines végétales. Après, vous prenez des légumes et des fruits. Généralement, le dernier jour, c'est les légumes. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il y a des changements métaboliques. Vous avez votre corps qui va s'adapter justement à la restriction calorique. Le fait que vous ne mangiez plus, votre corps s'adapte. Alors, il y a 4 phénomènes principaux. Le premier phénomène, c'est que le jeûne va induire un phénomène qui est complètement piloté par le système rénine-angiotensine qui s'appelle l'autophagie. L'autophagie, c'est un grand ménage dans la cellule. En fait, quand vous faites le jeûne, quand vous êtes en restriction alimentaire, vous allez modifier 2 voies de signalisation cellulaire. Il y en a une qui s'appelle mTOR et l'autre qui s'appelle IGF-1. mTOR, c'est une enzyme. C'est une enzyme qui est très importante pour la cellule parce qu'elle va tout piloter au niveau de la cellule. Elle va piloter son fonctionnement, elle va piloter les mitoses, elle va piloter sa survie, elle va piloter la transcription, elle va piloter l'introduction des protéines. Donc, elle contrôle complètement le fonctionnement cellulaire. Donc ça, c'est la voie mTOR, c'est une enzyme. Et ça inhibe aussi une autre voie qui s'appelle IGF-1, qui est une hormone qui va être sécrétée lorsqu'il y a une sécrétion d'hormones de croissance. Donc, c'est une hormone qui ressemble à l'insuline. Et elle est très importante justement parce qu'elle contrôle aussi, justement aussi le fonctionnement cellulaire. Donc, elle est clé. C'est une hormone clé qui est impliquée dans tout le métabolisme osseux, musculaire, voilà. Et ce qu'il faut quand vous avez ce processus d'autophagie qui se déclare au bout de 72 heures de jeûne, vous allez sécréter, vous allez produire des protéines de choc thermique, des HSP, hein, c'est heat shock protéines. Donc, il y a toute une famille de protéines de choc thermique que vous allez produire. Il va y avoir HSP10, HSP entre 20 et 30, normalement c'est la 27. Après, vous allez avoir HSP 40, après il n'y a pas la 50, mais vous avez la 60, la 70, après il y a la 100. Vous avez toute une série de protéines qui vont être produites. Elles ont une particularité, ces protéines-là, c'est qu'elles vont vous réparer les protéines qui sont dysfonctionnelles. C'est-à-dire qu'elles sont capables de reformer dans l'espace une protéine fonctionnelle. Et quand la protéine est trop endommagée, à ce moment-là, il y a une autre protéine qui s'appelle l'ubiquitine, qui fait 8 kilodalton, qui va intervenir et qui va dégrader ces protéines. Et elle va dégrader ces protéines donc en acides aminés. Et à partir des acides aminés, il y a des nouvelles protéines qui vont être fabriquées. Et donc, il y a un grand ménage qui est fait dans la cellule. Donc, il y a le processus d'autophagie. Après, il y a aussi une modification de la balance hormonale. Donc, le jeûne induit un changement au niveau de la balance des hormones. Hein. Et également, ça va induire une augmentation de la dynamique mitochondriale. C'est-à-dire que les mitochondries vont mieux fonctionner. Pourquoi? Parce que le jeûne induit en fait une diminution du stress oxydant, notamment via la NADPH oxydase qui est suractivée quand le récepteur AT1R est suractivé. Donc, il va y avoir une diminution du stress oxydant qui va être très bénéfique pour la mitochondrie. Ce que ça va faire aussi au niveau du système nerveux, ça va être excellent pour le système nerveux parce que ça va vous augmenter la production du facteur neurotrophique dérivé du cerveau, hein, qui s'appelle BDNF. Alors, c'est très important parce que c'est un composé qui va déjà réparer les dommages neuronaux. Ça va faire chuter l'inflammation au niveau du système nerveux, hein, parce que ça va contrôler la production des cytokines pro-inflammatoires au niveau des cellules microgliales, entre autres, qui font office de cellules du système immunitaire dans le cerveau. Et ça va activer la neurogénèse dans les endroits du cerveau où il peut y avoir de la neurogénèse, comme l'hippocampe, le cortex. Et il faut savoir que ce BDNF ne se retrouve pas qu'au niveau du système nerveux central, mais on le retrouve au niveau du système nerveux périphérique et d'autres organes. Donc, ça va avoir un effet extrêmement bénéfique. En plus, vous allez avoir le principal effet du jeûne qui va être la reprogrammation métabolique. Pourquoi? Parce que vous ne mangez plus rien. Et donc, vous n'avez plus de glucose à consommer, surtout si vous avez épuisé vos réserves de glycogène. Alors, à ce moment-là,
il y a une réorganisation du métabolisme cellulaire. Et ce qui se passe, c'est que dans cette réorganisation, vous allez avoir, tout va se passer au niveau hépatique, hein, justement, Eric parlait de l'importance du foie, ben, ça va se passer au niveau hépatique, au niveau des mitochondries, qui sont les centrales énergétiques de la cellule. Les mitochondries hépatiques, elles vont en fait transformer des lipides justement en énergie. En fait, ce qui se passe, il va y avoir une lipolyse qui est en fait une oxydation justement des lipides. Généralement, c'est une oxydation des acides gras qui va produire des corps cétoniques. Et vous avez également des acides aminés cétogènes qui peuvent produire des corps cétoniques. Alors, ces acides aminés cétogènes, vous avez la thréonine, qui est un acide aminé alcool, vous avez la leucine, qui est un acide aminé aliphatique, vous avez la phénylalanine et la tyrosine, qui sont des acides aminés aromatiques. Eux aussi vont être dégradés au niveau des mitochondries hépatiques pour donner des corps cétogènes. Alors, vous avez trois types de corps cétoniques. Vous avez l'acétone, vous avez l'acétylacétate, et puis vous avez le bêta-D hydroxybutyrate. Donc, l'acétone, c'est un produit de dégradation de l'acétylacétate, et l'acétylacétate, c'est le précurseur du bêta-D hydroxybutyrate. Alors, ces trois corps cétoniques qui vont être très protecteurs pour le système cardiovasculaire. Et qu'est-ce qui va se passer? C'est que ces corps cétoniques, ils vont être produits à partir de l'acétyl-CoA, parce que quand il y a la dégradation, ça forme d'abord de l'acétyl-CoA, et après, ça forme les corps cétoniques. Ces corps cétoniques, ils sont hydrosolubles et liposolubles. Ils sont capables de diffuser dans le sang et de diffuser à travers les tissus, parce qu'ils franchissent les membranes plasmiques, et ils vont être donc récupérés par les cellules cibles, et les cellules cibles vont les transformer en acétyl-CoA, voyez. Donc, il va y avoir une transformation donc, en acétyl-CoA. Et cet acétyl-CoA, au niveau des mitochondries, il va rentrer dans le cycle de Krebs, puis dans la chaîne respiratoire pour produire de l'ATP. Donc, en fait, vous avez une énergie qui va être issue en fait, de l'oxydation des lipides. Et donc, vous avez tous ces phénomènes qui sont très bénéfiques justement pour le SRA. Et puis aussi, le gène thérapeutique, et c'est peut-être quelque chose de plus important, c'est qu'il va vous augmenter la production des sirtuines. Les sirtuines, c'est une famille de gènes. Il y a 7 gènes qui vont coder pour 7 protéines. Sirtuine 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et vous verrez que c'est des molécules extrêmement importantes, donc dont la production est augmentée en cas de jeûne. Alors, la sirtuine 1 et 2, on les retrouve au niveau du cytoplasme et au niveau du noyau cellulaire. La 3, 4, 5, on va les retrouver au niveau des mitochondries, et la sirtuine 6 et 7, on les retrouve que dans le noyau. Et en fait, ce sont des molécules extrêmement importantes. Pourquoi? C'est parce qu'elles ont une activité histone, désacétylase, NAD+, dépendante. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ces sirtuines, déjà, elles vont vous réparer l'ADN et elles vont vous augmenter votre longévité. C'est-à-dire ça a été testé chez des animaux, quand vous leur donnez des sirtuines, eh ben, la longévité est plus importante. C'est-à-dire que ça vous fait vivre plus longtemps, les sirtuines. Et donc, c'est évidemment très intéressant. Alors, cette activité, elle dépend du NAD+. Hein. Le NAD+, c'est la forme oxydée d'une nicotinamide adénine dinucléotide. Et en fait, c'est important parce que quand vous avez un dérèglement du SRA, ça inhibe le transporteur du tryptophane. Et le tryptophane, c'est le précurseur de la sérotonine, de la mélatonine, mais aussi du NAD. Et ce NAD, il est impliqué dans les transports électroniques. Et donc, les protéines histones, c'est des protéines basiques qui protègent l'ADN. Et donc, ces sirtuines, elles ont une activité, donc histone, désacétylase et NAD dépendante. Et ce qui se passe, c'est que normalement, vous avez ces protéines histones qui sont très riches en acides aminés basiques, notamment en lysine. Et vous avez une lysine, quand elle est acétylée, elle est plus chargée. Parce que la lysine, c'est un acide aminé basique. Elle est plus chargée. Et ce qui fait que lorsque cette lysine est plus chargée, à ce moment-là, vous avez la chromatine qui est décondensée, c'est-à-dire l'ADN qui est décondensé, et la transcription des gènes est augmentée. Quand vous désacétylez justement cette histone, ce qui est le cas des sirtuines, parce qu'elles désacétylent notamment les protéines histones, à ce moment-là, vous avez une libération de la charge positive sur la lysine qui va se fixer sur un phosphate de l'ADN, et donc ça va justement compacter l'ADN,
et la chromatine, et donc ça va inhiber la transcription et donc la production des protéines. Donc vous avez un effet sur la longévité. Voilà, donc c'est en fait les 4 phénomènes qui vont être très très bénéfiques, mais qui doivent être très contrôlés à cause des problèmes qu'il peut y avoir quand même, notamment quand on a le diabète de type 1 qui serait le plus dangereux par rapport aux jeunes. D'accord. Merci pour les explications, Jean-Marc. Bon, écoutez, nous sommes à 1h30 d'émission. On va donc s'acheminer vers une conclusion. Claude, est-ce que tu peux répondre à quelques questions qui ont été posées sur le chat? Ouais, vas-y. Alors, il y en a eu plusieurs, je n'ai pas réussi à répondre à toutes. Il y avait Sophie qui nous demandait comment ça se fait qu'elle avait besoin de beurre. Alors, c'est pas grave et c'est même très bien de prendre du beurre, si possible du bio. Peut-être que son organisme réclame de la vitamine E, peut-être que son cerveau réclame aussi de refaire ses cellules, puisqu'on a beaucoup de gras dans le cerveau. Hein. D'ailleurs, toutes nos cellules contiennent beaucoup de gras, donc c'est pas un problème. On nous a demandé aussi si la vitamine C devait toujours être liposomale. Ben non. Et le docteur Jean-Philippe Labraise, qui est quand même un spécialiste de la vitamine C depuis sa première année de médecine, nous disait mais il faut varier un petit peu. Surtout que la liposomale est beaucoup plus chère que le reste de la vitamine C. Par contre, il faut regarder toujours les contre-étiquettes et vérifier qu'il n'y a pas du sucre ajouté ou des édulcorants dont on sait que certains ont des effets cancérigènes. Saïd nous parlait du romarin. Alors oui, tout à fait, hein, les infusions de romarin, c'est très bien. Il y avait Christine qui nous demandait par rapport au quinton, est-ce qu'on pouvait en prendre pour se supplémenter en iode? Et bien en fait, d'après le docteur Vincent Oliquet, non, il n'y en a pas suffisamment. Et si vous voulez vraiment prendre une supplémentation en iode efficace, il faut en commander parce que vous n'en aurez pas dans les pharmacies habituelles. Il faut en commander par Internet. Ça doit plutôt s'échelonner en milligrammes que en microgrammes comme on a l'habitude dans les pharmacies. Par exemple, du Iodix 12,5 mg, qui est le moins cher. Il y a du Iodoral également. On nous a parlé de la noix du Brésil pour le sélénium. C'est tout à fait vrai. Merci Lila. Une noix du Brésil tous les matins. Et a priori, vous avez suffisamment ce qu'il faut en sélénium. Pour ce qui concerne le microbiote intestinal, quelqu'un a parlé de la choucroute. Eh ben oui, exactement. La choucroute et tout ce qui est alimentation fermentée, c'est vraiment de la bonne bouffe pour notre microbiote et il faut y penser. Quelqu'un avait parlé aussi du bicarbonate et des citrons. Oui, on a un corps qui est généralement attaqué par beaucoup d'acidité. Notre équilibre acido-basique est souvent déséquilibré en notre défaveur et il faut pouvoir y apporter du bicarbonate. Ça va même permettre d'éviter certains médicaments comme les inhibiteurs de la pompe à protons, hein, Mopral, Diaxium, etc., qui perturbent à la longue le microbiote intestinal. Et ben ça permet de les remplacer avantageusement quand on a des brûlures, des aigreurs d'estomac, etc. Qu'est-ce que j'avais noté d'autre encore? Oui, c'était Marie qui nous disait qu'est-ce qu'on fait quand quelqu'un ne peut pas correctement se supplémenter en fer, ne l'absorbe pas. Et bien, la première question à savoir, c'est est-ce que cette personne prend aussi de la vitamine C en même temps, qui est importante pour l'absorption et l'assimilation du fer. Voilà. Quelqu'un nous parlait aussi des ondes électromagnétiques. Oui, il ne faut pas les négliger. La vitamine A aussi. La vitamine A, elle gère l'homéostasie du fer. Ah oui. Tout à fait. En sachant que la vitamine A, par contre, il faut se méfier. On arrive assez vite à des doses toxiques pour la vitamine A, par contre. Concernant tout le groupe de la vitamine B, j'ai pas entendu. La dose toxique, il ne faut pas prendre plus que 20 000 UI de vitamine A, parce que la vitamine A, la dose toxique, elle est à 20 000 UI. Généralement, les comprimés font 10 000 UI. Une dernière chose concernant tous les groupes des vitamines B, n'hésitez pas à vous fournir en levure de bière. Allez dans les rayons bio de vos supermarchés, vous allez en trouver de la levure de bière ou du germe de blé. Il y a quand même un bon paquet de vitamine B là-dedans, dans lequel que vous pouvez utiliser, soit dans vos crudités, dans vos yaourts, etc. Donc ça, c'est pareil, il ne faut pas hésiter à en faire. Et je pense que c'est tout ce que j'avais noté. En tout cas, merci. Je vous remercie beaucoup tous ceux qui sont intervenus et qui ont donné des conseils, qui sont intervenus dans le chat qu'on a vu passer dans l'émission, parce que c'est très vivant, c'est très agréable et ça fait du bien de voir qu'il y a des personnes qui savent des choses et qui veulent les transmettre. Merci donc Estelle. Le mot de la fin, la conclusion.
Alors, j'ai juste une précision par rapport à l'acidité dans l'estomac. On peut avoir des maux d'estomac par trop d'acidité, effectivement, ou pas assez d'acidité. Parce que quand il n'y a pas assez d'acidité, ce qui peut se produire quand on vieillit, si vous voulez, ça fait les mêmes. On a mal un petit peu de la même façon parce qu'on n'arrive pas à digérer. Du coup, ça crée une irritation de l'estomac. Et parfois, il y a une confusion de la part des médecins qui prescrivent des antiacides, notamment des inhibiteurs de la pompe à protons, alors qu'il faudrait du citrate de bétaïne ou des choses qui relancent l'acidité. Je précise que parfois, on a l'impression que les médecins, leur combat, c'est l'acidité. Je veux bien, sauf qu'il faut quand même que qu'il faut de l'acidité pour digérer, sinon on ne peut pas digérer, et également pour combattre certains germes, notamment les Helicobacter pylori. Moi, j'ai été victime de ça. J'avais mal à un moment et on m'a donné des antiacides et il se trouvait que je n'avais pas assez d'acide. Et qu'est-ce que ça m'a provoqué? Ça m'a provoqué une crise d'étouffement, hein, comme une crise d'asthme, parce que donc il faut se méfier de ça et pour ça il y a des tests qui sont assez simples soi-même, c'est-à-dire que si on prend un citrate de bétaïne et que ça va mieux, c'est qu'on manque d'acide. Et sinon, il y a d'autres tests par analyse qu'on peut faire pour vérifier, parce qu'en même temps, ça fait les mêmes symptômes. Parfois, le manque d'acide et le trop d'acide. C'est pour ça que pour le coup, pour une fois n'est pas coutume, je vais quand même dire du bien de la l'HAS. Ils ont signalé qu'il y avait beaucoup de prescriptions d'inhibiteurs de la pompe à protons, donc oméprazole, lansoprazole, tout ça, et que ça n'était pas utile et que ça pouvait être dangereux, hein, parce que pour maintenir l'équilibre dans l'estomac, il faut quand même que l'acide, que ce soit en dessous de 2, hein. Et souvent, quand on prend des inhibiteurs de la pompe à protons, ça va très facilement vers les 6. Hein. Donc, le pas assez d'acidité peut provoquer des choses très graves. Voilà. Ok. Et alors, le mot de la fin, Estelle? Alors, le mot de la fin, c'est le mot de la fin. Vous concluez là-dessus? Non, le mot de la fin, c'est que ce livre a quand même été principalement écrit pour donner des solutions mais quand même, il fallait expliquer tous les mécanismes afin de convaincre les gens qui avaient des pathologies de Covid long, soit par les effets indésirables, soit qui étaient des effets indésirables dus à la vaccination, soit une infection mal soignée qui devenait récurrente. Il faut aussi donner des explications aux gens parce que l'homme est un être pensant, hein, cogito ergo sum, c'est pas rien, et l'homme a besoin d'explications, et souvent les médecins ne donnent plus d'explications, d'abord parfois parce qu'ils ne savent pas les soigner, ou même ne donnent pas assez d'explications aux patients. Et je pense que la première chose pour comprendre, une chose très importante, c'est qu'il faut que le patient comprenne pourquoi il faut qu'il prenne telle ou telle molécule pour être motivé, parce qu'on sait que parfois les patients ne prennent pas les choses qu'on leur donne, mais c'est peut-être aussi que quand ils ne reçoivent pas les explications nécessaires, ils sont moins motivés. Et je pense que quand on a un problème, la première chose, c'est d'expliquer à la personne quand on peut ce problème et de ne pas la laisser en déshérence. Voilà. Merci Estelle. Jean-Marc, le mot de la fin. Oui, alors pour ajouter ce que disait Estelle par rapport au livre, c'est que ce livre s'intitule Covid long, effet indésirable du vaccin, mais en fait, il va bien au-delà du Covid. Parce que le système rénine-angiotensine qui provoque les pathologies Covid, pour moi, c'est lui qui provoque toutes les pathologies humaines non génétiques. C'est-à-dire que ce livre a un intérêt pour moi, pour tout le type de pathologie, pas que pour les personnes qui ont un Covid long. Ça va être intéressant pour des personnes qui ont des démences, des troubles d'Alzheimer, de Parkinson, ou simplement les personnes qui veulent rester en bonne santé. Ça peut être des personnes qui ont des maladies auto-immunes, des cancers, etc. Puisque pour moi, toutes les pathologies humaines sont induites par un dérèglement du système rénine-angiotensine, à l'exception des pathologies humaines d'origine génétique, quoique aussi certaines de ces pathologies génétiques sont dues à un dérèglement du SRA, puisque, comme je le disais, le système rénine-angiotensine contrôle la réparation d'ADN et contrôle l'activité de la télomérase qui rallonge les chromosomes. Alors, juste en 2 mots,
parce que tout à l'heure, je vous ai détaillé au niveau moléculaire ce qui se passe juste pour le jeûne, mais en gros, quand vous faites ce jeûne, c'est pour vous dire le principal, c'est que vous avez le système nerveux qui fonctionne beaucoup mieux, hein, justement à cause de ce facteur neurotrophique. Vous avez le système immunitaire qui fonctionne beaucoup mieux. Vous mettez le système digestif au repos, donc il est beaucoup plus fonctionnel. Vous évitez les dyslipidémies, donc vous faites chuter les LDL, vous augmentez les HDL, vous régulez les triglycérides. Vous avez que en fait des effets très bénéfiques, hein. Vous avez un système immunitaire qui fonctionne mieux, donc il n'y a que des effets en fait très bénéfiques, sauf si vous avez des pathologies particulières. Ça inhibe le stress oxydant. Voilà, ça c'est important aussi à savoir, et ça inhibe partout l'inflammation, hein, au niveau de tous les tissus et les organes. Un grand merci Jean-Marc. Un grand merci Jean-Marc. Doc, allô, le micro. Doc, oui. Le mot de la fin. Le mot de la fin, je suis ravi d'avoir fait cette émission, parce que ça faisait longtemps que je l'avais proposé à Jean-Marc, on n'a jamais réussi à trouver une date. Merci Claude d'avoir provoqué l'événement, ça me fait très plaisir. En plus, j'avais été associé à Estelle pour ça. Chose importante, hein, ce bouquin, à mon avis, me paraît être quelque chose d'essentiel et d'important, non seulement pour la crise Covid qu'on a traversée, mais aussi parce que toutes les propositions d'aide et de traitement qui sont lancées là-dedans peuvent être utilisées par tout et par tout le monde, parce que c'est aussi de la prévention. Dans notre société, on a tendance à penser, surtout nous médecins, que la prévention, ça passe d'abord par les vaccinations ou par les dépistages. Là, on sort d'Octobre Rose, on est maintenant à Octobre Bleu. On pourrait faire des émissions complètes sur ce type d'arnaque. Mais la prévention, ça passe d'abord par ce qu'on met dans notre assiette. On n'oublie pas qu'on creuse notre tombe avec nos dents. Et Estelle nous disait tout à l'heure que nos alimentations sont bien plus pauvres, nettement plus pauvres que ce qu'elles n'étaient il y a 50 ans. C'est malheureusement vrai. Et tant qu'on n'a pas récupéré une agriculture raisonnable et raisonnée, je pense que la supplémentation alimentaire va être importante. Mais c'est pas forcément nécessaire de chercher à supplémenter en telle chose, etc., de prendre un petit peu ce qu'on petit bonheur à la chance. Il faut prendre, en termes, en tout cas, de vitamines et de sels minéraux, tous ces éléments qui travaillent ensemble. Voilà. Merci Doc, un énorme merci. Alors effectivement, je ne peux que conseiller à toutes et à tous de lire ce livre, même si vous n'avez pas envie de vous plonger dans tous les méandres du SARS-CoV-2 et de toute cette crise sanitaire. Le chapitre vraiment sur les vitamines à lui seul vaut le détour, et la fin aussi de ce livre vaut absolument le détour. Je rappelle que ce livre a été édité aux éditions Guy Trédaniel. Voilà, pour ma part, moi, je vous retrouve vendredi prochain. Et là, je vais vous dire honnêtement, les amis, vendredi prochain, c'est une soirée à ne pas rater parce que c'est une grande soirée chemtrails. Et là, j'ai quand même l'association ACEPICA, j'ai Ciel Voilé, j'ai Loïc Barbarin et Vincent Souchot, que des spécialistes justement sur ces chemtrails. Est-ce qu'on est inondé par tout un tas de nuages contenant de fines particules ou pas? Et je peux vous garantir que vendredi prochain, vous ne manquez pas cette super soirée. Eric, puisque je te vois arriver, tu veux peut-être prendre la parole? Oui, je voulais d'abord remercier Jean-Marc et Estelle. C'était passionnant, c'est passé très vite. Il y a eu beaucoup de commentaires, beaucoup de questions. Nos internautes ont été très dynamiques, très interactifs, et je tiens à les remercier pour ça. Je note qu'il y a parmi eux beaucoup de gens fidèles qui suivent l'ensemble de nos émissions, et ça me réjouit le cœur. Mais merci d'avoir annoncé ton émission importante sur les chemtrails. C'est un sujet qui passionne. Mais lundi, le doc reçoit une personnalité. Et j'aimerais bien, Doc, que tu nous parles de cette dame et de ce que tu vas nous faire découvrir lundi. Je vous laisserai le plaisir de la découvrir, mais Sabine Hazan, le docteur Sabine Hazan, est gastro-entérologue franco-américaine. Elle travaille en Californie et elle est, en tout cas en Californie, ils sont très très en avance en ce qui concerne des traitements d'avenir. Et elle va nous présenter tous ses travaux concernant le microbiote intestinal et les greffes de matière fécale. Son livre s'appelle
let's talk shit, parlons de merde. C'est très drôle, peut-être, mais c'est très vrai. Le microbiote intestinal et les greffes de matière fécale peuvent probablement faire partie de l'arsenal thérapeutique les plus forts de notre prochaine pharmacopée, de notre prochaine médecine, parce que elle a quand même réussi à guérir, ou en tout cas à nettement améliorer les symptômes de pathologie neurodégénérative, voire même d'autisme. On parlera de tout ça avec l'amie commune que nous avons, qui est le docteur Tiffaine Pinsol, que vous connaissez bien également, qui est une amie qui m'est très chère. C'est elle qui m'a mis le contact avec le docteur Sabine Azan. Il faut savoir aussi que Sabine Azan, c'est pas n'importe qui. Elle a, elle est PDG de ses entreprises, mais elle a également l'oreille attentive de Robert Kennedy Jr., pardon. Et il n'est pas impossible non plus qu'elle ait un important rôle à jouer dans la FDA, plus tard la Food and Drug Administration. Donc, c'est pas un petit gabarit qu'on va recevoir lundi, c'est vraiment du high-tech, et ce sera en direct à 17h et en différé à 20h. Merci beaucoup, Toc. Alors, on va saluer nos amis internautes. L'émission a pu être diffusée, comme vous avez pu le noter, aussi sur la plateforme de tvadp.fr. Je vous disais d'accepter nos excuses pour hier soir, mais on a eu un problème technique et il nous a fallu quelques heures pour le résoudre. Mais tout est rentré dans l'ordre, donc nos programmes reprennent normalement. Sauf demain, c'est dimanche, c'est le jour du repos. On se retrouve donc lundi. Merci beaucoup, Claude. Merci, Doc. Merci, Jean-Marc. Ça a été un plaisir de te revoir. Merci, Estelle. Je vous dis à bientôt. Merci à vous et merci à tous nos internautes qui ont rendu cette émission aussi palpitante que Estelle et Jean-Marc. Bonsoir à toutes et à tous. Un grand merci à nos deux invités. Un grand merci, Eric. Un grand merci, Doc.